Antoine Léaumont, bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur le député. On va parler de Pierre-Édouard Stérin et de la commission d'enquête sur l'organisation des élections en France, dont vous étiez le rapporteur. Oui. Alors, je le précise, cette commission d'enquête, elle avait beaucoup de sujets. Vous avez parlé notamment des sondages, de comment ils étaient construits. Vous avez parlé de redressement, de non-inscription, de mal-inscription, de radiation. Vous avez évoqué beaucoup de choses. Beaucoup. Nous, on va surtout se concentrer sur le dernier volet de cette commission, sur les ingérences financières, et notamment de Pierre-Édouard Stérin, puisque ceux qui suivent l'Humanité depuis un moment, vous le savez, l'Humanité a participé, en tout cas a révélé cette affaire. Pour le frère, très rapidement, parce qu'on va entrer dans le détail après, Pierre-Édouard Stérin, c'est donc un milliardaire d'extrême droite, et Thomas Lemayeux, qui va bientôt arriver, a révélé en juillet 2024 qu'il avait un plan chiffré, financé, un plan très clair pour faire gagner la droite, l'extrême droite, l'union des droites extrêmes, suivant comment on le prend, dans la tête et dans les urnes. Et évidemment, quand on parle de l'organisation des élections, c'est évidemment un sujet qui nous intéresse en tant que journaliste, en tant que citoyen, mais vous aussi en tant que représentant de la nation. Peut-être première question, avant de vraiment entrer dans le vif du sujet. Vous deviez auditionner Pierre-Édouard Stérin. Vous l'avez invité, convoqué, je sais pas comment on peut dire, convoqué par deux fois. La première fois, il était en vacances. La deuxième fois, il avait peur pour sa vie. 3 fois même. 3 fois. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter et rappeler pourquoi Pierre-Édouard Stérin n'est pas venu et quelle justification il vous a donné pour ne pas se rendre à la commission d'enquête, alors que c'est une commission d'enquête parlementaire où on n'a pas le choix de venir ou de pas venir? Tout à fait. C'est un texte qui est l'ordonnance de 1958 qui décrit le cadre global d'organisation des commissions d'enquête. Et quand on ne se présente pas à une convocation d'une commission d'enquête, salut Thomas, quand on ne se pointe pas à une convocation d'une commission d'enquête, on risque 7500 € d'amende, ce qui n'est pas grand-chose pour Pierre-Édouard Stérin, mais on risque normalement 2 ans de prison. Et cette partie-là est potentiellement celle qui peut normalement motiver à venir même un milliardaire. Et Pierre-Édouard Stérin, en fait, il y a eu plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'on a commencé par lui proposer de venir. On a dit qu'on était intéressé par sa venue dans la commission d'enquête. On a eu une réponse d'abord qui était celle de Monsieur Rérol, donc directeur de Périclès, qui nous a dit ça, qui nous a dit qu'il n'était pas disponible parce qu'il était en vacances. Bon, d'accord, ça on peut l'entendre. Nous, notre but n'était pas de fixer une date et de dire maintenant il vient, etc. C'était vraiment qu'on puisse avoir cette audition. Ensuite, il y a eu une deuxième fois où on a cette fois-ci basé sur des discussions qu'on a pu avoir, mais où on a convoqué Pierre-Édouard Stérin. Donc là, normalement, quand il y a convocation, il doit venir. Finalement, il n'est pas venu. Donc vous aviez tous eu des images d'un espèce de tréteau vide là où il était censé venir. Et il a prétexté que il y avait des problèmes de sécurité qui se posaient à l'intérieur de l'Assemblée nationale parce qu'il était menacé de mort. Ce qui est le cas de beaucoup de gens qui travaillent à l'Assemblée nationale, notamment des Insoumis, la présidente de l'Assemblée elle-même. C'est un lieu qui est très sécurisé, l'Assemblée nationale, mais il nous a dit non, mais j'ai pas peur à l'intérieur de l'Assemblée nationale, j'ai peur à l'extérieur. Et d'ailleurs, vous devriez contacter le ministère de l'Intérieur pour obtenir des précisions sur les menaces dont je fais l'objet. Ce qu'on a fait. Donc on a appelé le ministère de l'Intérieur en demandant si le ministère de l'Intérieur était capable d'assurer la sécurité d'une personne à l'extérieur de l'Assemblée nationale. Ils nous ont dit évidemment. Donc partant de là, il n'y a aucune excuse pour Pierre-Édouard Stérin. Et je veux dire un truc sur pourquoi on a demandé à ce que ça soit pas une visio. Parce qu'il y a plein de gens qui nous ont dit oui, non, mais il est d'accord pour la visio. Et donc Pascal Praud notamment, j'ai vu qu'il avait proposé Pascal Praud. En fait, lui, il a proposé, il nous a dit mais moi je peux le faire en visio, je ne sors plus de chez moi car je suis menacé, etc. Et on prend pas à la légère le fait qu'il soit menacé, c'est pas ça le sujet. Mais on a bien vu dans la commission d'enquête sur TikTok les risques qu'il y a avec une visio. Et notamment les risques pour la qualité de l'audition elle-même. Par ailleurs, Pierre-Édouard Stérin était en visio sur CNews. La qualité de sa connexion semblait laisser à désirer. Donc, il a lui-même fait une démonstration de pourquoi ça pouvait être une mauvaise idée. Donc, petit 1, la qualité de la connexion et de l'échange n'est pas la même. Petit 2, t'es en visio, tu coupes la visio quand tu veux. Et donc, ça, on le voit avec la commission TikTok.
c'est dangereux pour la représentation nationale de pouvoir se faire raccrocher à la figure par quelqu'un qui voudrait pas répondre aux questions. Je précise juste, vous mentionnez la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok et notamment le passage de Alex Hitchens qui a raccroché à Arthur Delaporte, votre collègue socialiste. J'en profite. Qui a donné lieu à des détournements assez malheureux. C'est malheureux, on va dire ça comme ça. J'en profite. Thomas Lemeilleux qui nous a rejoint. Je crois que t'étais en train de courir après Antoine Léaumont qui était déjà là, c'est ça? Je sais pas, j'ai dû rater le... Donc Thomas Lemeilleux, journaliste au pôle investigation de l'humanité. Et c'est toi qui as révélé il y a presque un an, le projet Périclès de Pierre-Édouard Stérin, et qui donc suit de très près à la fois Pierre-Édouard Stérin, le projet Périclès et tout ce qui gravite autour. Et donc c'était aussi pour ça qu'on avait envie d'organiser cet échange. En reprenant le fil des événements, donc on a commencé à parler, donc on a présenté la commission d'enquête, on a présenté rapidement Pierre-Édouard Stérin, on a commencé à discuter de pourquoi Pierre-Édouard Stérin n'était pas venu. En discutant tout à l'heure, Thomas, tu me disais qu'il y avait peut-être une autre raison au fait qu'il soit pas venu à la commission d'enquête, qu'il avait peut-être peur de quelqu'un en particulier. Oui, alors je sais pas si vous avez diffusé Pas encore. Peut-être on peut diffuser cet extrait, justement, on parlait de CNews, effectivement, au dernier rendez-vous pour son audition devant la commission d'enquête, il était une heure avant ou une demi-heure avant sur CNews, et c'est vrai qu'on avait envie peut-être de replanter un peu le décor. Alors on va vous résumer le propos. Globalement, Monsieur Pierre-Édouard Stérin. Oui, Pierre-Édouard Stérin en fait va sur CNews pour dire grosso modo les députés, comme le rapporteur Antoine Léaumont, le président Thomas Cazenave, veulent le faire venir pour faire les clowns, faire les marioles, faire les imbéciles. Enfin, il y a trois caractérisations en fait de ce que sont les députés à ses yeux. Hein. C'est assez révélateur d'ailleurs de ce qu'ils pensent en fait de la représentation nationale, du personnel politique, pourrait-on dire comme ça, puisque c'est quand même quelqu'un qui veut, par exemple, qui pense que ce serait mieux d'avoir un chef d'entreprise à la tête de l'État. Enfin, et son plan Périclès est écrit comme un business plan. C'est ça. Ben voilà. Donc c'est quand même quelqu'un qui est dans les affaires, pour qui le monde politique, les députés, les élus de la République sont des gens qui veulent faire les marioles, les imbéciles, ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Et il dit donc que vous vouliez faire les marioles avec tous ces journalistes, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de journalistes quand même qui étaient présents, et il y avait notamment, enfin c'est une hypothèse, il y avait notamment, en tout cas la fois précédente, il y avait Élise Lucet, dont on sait qu'elle prépare un cache investigation où il sera question de ce terrain, qui passera je crois la semaine prochaine d'ailleurs, le 24 juin, et donc c'est peut-être, et moi je crois que j'ai vu passer un article du Figaro qui disait Stérin 1, Élise Lucet 0. Et donc il y a cette question de cette présence, effectivement. Alors il y a les députés, il y a les questions qui sont quand même, c'est quand même des auditions sous serment. Enfin, je veux dire, il y a des obligations quand même un peu fortes, bien sûr, de devoir dire la vérité. Donc c'est vrai que cette situation pouvait l'embarrasser à de multiples égards, mais aussi peut-être avec cette présence d'Élise Lucet. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez en fait Je pense que c'est effectivement ça, c'est-à-dire que son sujet, à mon avis, c'est éviter la pression que représente une commission d'enquête, qui est une pression qui est multiple. Il y a le fait de devoir prêter serment, il y a l'attention qui est autour, et il y a le fait qu'à partir du moment où vous êtes dans la salle, vous êtes à un endroit qui est un endroit connu. Il peut y avoir effectivement des journalistes, c'est ouvert à la presse, donc il peut y avoir des journalistes à la sortie qui posent des questions supplémentaires, qui filment, etc. Mais surtout, il y a cette obligation de rester dans la commission le temps qu'il y ait les questions soient épuisées. Moi, j'en avais 9 pages de questions à lui poser éventuellement. J'avais pas prévu de tout lui poser, mais clairement, il y a un travail à faire de fond sur ce sujet et sur, d'une manière générale, les ingérences financières dans la vie politique. Parce que c'est, je pense, avec les ingérences étrangères, je pense que c'est un des risques principaux vers lesquels on va. Et en plus, c'est ça qui est grave, c'est que les ingérences financières et les ingérences étrangères participent d'un même objectif, qui est un objectif de division du peuple sur les bases
habituelles de l'extrême droite, le racisme, la détestation religieuse, la question du genre, sur plein de sujets, ou de l'orientation sexuelle. Et on voit que d'une certaine manière, les intérêts de puissances financières et les intérêts de puissances étrangères peuvent se rejoindre sur ce sujet des ingérences. C'est pour ça qu'on a, je sais pas si le terme existait, on appelait ça ingérence financière. Je sais pas si c'était quelque chose qui était employé, mais on a trouvé ce terme assez efficace dans la rédaction. Je voulais juste revenir, vous abordiez tout à l'heure les sanctions que risquait Pierre-Edouard Sterin, donc 7 500 € d'amende et 2 ans de prison. Est-ce que vous avez des nouvelles du procureur de la République? Est-ce que ces sanctions vont être prises? Alors, ou est-ce que ça reste des menaces en l'air? On l'a saisi. Légalement c'est le président qui le saisit de la commission, Thomas Cazenave, donc c'est lui qui aura la réponse. Pour l'instant je crois pas qu'on ait eu de retour de la procureure. Après moi je fais souvent des articles 40 sur d'autres sujets, notamment quand je vois des propos racistes sur internet, c'est assez fréquent que je fasse des articles 40 le temps de réponse peut être un peu long parce que tout simplement il manque de moyens dans la justice, donc voilà. Après, on sera peut-être en droit d'attendre que sur une question aussi importante que une audition d'une commission d'enquête de la représentation nationale, vu qu'on représente tout le monde normalement, ça puisse être un peu observé par la procureure. Mais pour l'instant, je crois pas qu'on ait de retour. Alors sur les ingérences financières, vous parliez de ça. Effectivement, c'est sans doute assez inédit. C'est une conclusion à laquelle vous arrivez au terme de cette commission d'enquête, mais une conclusion qui est provisoire, puisque précisément vous dites dans le rapport, et en fait tout le monde s'accorde d'ailleurs sur cet aspect des choses, ce qui n'est pas le cas sur tout le rapport. Hein. Enfin, il peut y avoir des divergences au sein. Il y a pu y avoir des divergences entre vous et, c'est normal. Et voilà, c'est tout à fait attendu, disons. Mais disons sur le cas Sterin, sur le cas de ces ingérences financières, donc Sterin, mais aussi éventuellement d'autres ingérences, puisqu'il a été question dans les travaux, et notamment ça a été posé par Arnaud Rérol dans son audition, et puis par des députés, enfin un député ciotiste ou le RN, d'aller voir aussi à gauche s'il y avait ce type de projets, des projets comparables à celui de Sterin. Donc sur ces questions d'ingérence, une des conclusions, c'est donc de dire il faudra une commission d'enquête, une nouvelle commission d'enquête. Ça, c'est à peu près acté. Enfin, c'est des choses qui se régleront sans doute à l'automne, j'imagine. Alors, c'est quelque chose sur quoi on est d'accord avec le président de la commission, et il y a plusieurs options possibles pour qu'il y ait effectivement une commission d'enquête qui se mette en place. La première, c'est qu'on transforme une commission permanente en commission d'enquête. Thomas Cazenave et moi-même, on est membres de la commission des lois, donc ça pourrait peut-être être cette commission. On a écrit en tout cas au président de la commission des lois pour lui signaler que ça nous semblait être quelque chose d'utile. Une autre possibilité, c'est de faire passer le texte en texte transpartisan, c'est-à-dire en ayant au moins 10 députés de la majorité, je mets des guillemets parce que majorité, mais bon, de la majorité du socle commun, et 10 députés d'opposition. Donc ça, c'est une possibilité. Et ensuite, moi, j'ai pris grand soin de dire que je voulais qu'on traite de la question des ingérences financières en général. Je pense qu'il y a une spécificité, on va y revenir, je pense, assez en détail. Mais moi, j'ai mais alors vraiment zéro opposition à aller regarder ce que font les milliardaires d'une manière générale avec leur argent, notamment sur la question de l'influence des élections, soit que ce soit une influence directe s'il y en a qui le font, soit une influence détournée, et notamment avec la question médiatique et des manipulations qui peuvent être organisées avec les médias. Je ne suis pas sûr, parce que c'est vrai, c'était les députés UDR et RN qui disaient mais on pourrait aller enquêter sur Monsieur Pigasse. Pourquoi vous ne convoquez pas Monsieur Pigasse? Et Monsieur Pigasse a fait un tweet en disant mais moi je suis tout à fait prêt à aller devant une commission d'enquête, c'est quand vous voulez. Monsieur Pigasse qui détient notamment Radio Nova pour celles et ceux qui voilà. Qui l'ont pas. Et je pense effectivement que c'est pour ça. Je pense que c'est pas de même nature entre acheter des médias, dire qu'on achète des médias, dire qu'on veut mettre des médias au service d'un camp idéologique. Bon, bah voilà, si c'est transparent et que y compris c'est contrôlable et contrôlé,
En soi, j'y vois plein de problèmes et je suis pas forcément d'accord avec ça. Mais c'est l'état du droit actuel et il n'y a pas de souci. Par contre, faire des manipulations médiatiques, notamment en essayant de mettre des gens sur les plateaux télé qui sont des gens qui sont directement rattachés à une idéologie, mais qui se cachent derrière une structure coquille qui a été créée directement pour que juste ces gens puissent exister sur des plateaux télé, pardon, mais c'est pas tout à fait du même acabit. Et il y a eu très récemment un exemple que moi je trouve, alors vraiment c'est la démonstration mais parfaite de ce que cherche à faire le dispositif Stérin. Vous avez le prétendu rapport sur les frères musulmans qui est sorti, donc Retailleau qui sort son rapport machin chouette, et alors sur qui c'est qu'on invite sur tous les plateaux télé? Madame Florence Bergeau-Blaclair, qui est une des personnes qui a été financée par Périclès. Et cette dame-là, la veille, un soir sur France 2, il y a un super pas documentaire mais un super sujet du 20h de France 2 qui explique, attention, Pierre-Edouard Stérin, il essaye d'avoir des gens, etc. Et donc pour que ensuite les gens soient invités sur les plateaux télé, le lendemain matin on retrouve cette personne sur France Info. Parce que en fait c'est ça qui est pour moi une faille du dispositif, pas sur CNews et compagnie, mais il y a une faille du dispositif si jamais on arrive à faire connaître ce qu'il essaye de faire, parce que les journalistes, les directions de chaînes d'infos, ils n'ont pas envie de passer pour des imbéciles, donc ils n'ont pas envie de se faire eux-mêmes manipuler. Je pense que un des ressorts d'action, c'est mettre la lumière sur ce truc, parce que leur objectif, c'est que ça soit obscur, et c'est pour ça que c'est vraiment génial que vous ayez pu avoir accès à ce document, parce que ça permet de mettre une lumière sur quelque chose dont ils espéraient que ça reste secret, contrairement à ce qu'a dit Rérol. Ils voulaient pas que ça soit public, leur truc. Donc je pense que justement, ce qu'ils craignent le plus, c'est la lumière qui peut être mise sur ce dispositif Périclès. Oui, voilà, enfin, c'est évident que effectivement, Stérin par rapport à Pigasse ou Olivier Legrain, d'abord c'est pas exactement les mêmes sommes qui sont en jeu. Oui. Enfin, je veux dire. Malgré tout, on parle évidemment, on peut dire que Stérin n'est pas aussi riche que Bolloré, mais Stérin aujourd'hui, c'est 1,4 milliard d'euros de fortune. C'est une fortune dont il espère qu'elle pourrait atteindre 5 milliards d'euros d'ici à 2030. C'est-à-dire le faire rentrer quand même dans les 20 plus grandes fortunes du pays. Donc c'est quand même quelqu'un qui est sur une phase très très ascendante en termes de richesse et comme il a décidé de brûler une partie de cette fortune au profit des causes qu'il défend, c'est vrai que c'est assez différent de Mathieu Pigasse, qui aujourd'hui est sans doute quelqu'un de richissime, ou Olivier Legrain, qui est un millionnaire, qui vit sans doute très confortablement et qui aide effectivement des médias indépendants, voilà, avec la maison des médias et ce genre de choses. Mais c'est vrai que la différence de nature entre un projet comme Périclès et, disons, des investissements dans des médias faits par les deux personnes qu'on cite, enfin, il y a une différence de nature très très forte, c'est que c'est un projet tous azimuts, c'est un projet qui vise, comme vous l'avez soulevé, à partir des documents qu'on a révélés, une victoire idéologique, une victoire politique, une victoire électorale. Tout ça est détaillé de manière très précise. Il y a cette page qu'on peut peut-être aussi mettre. Enfin, ce document. C'est la page que je vous ai envoyée PDF, la team régie. Et voilà. En attendant, je dis juste, pardon. Oui. Il y a Noah Social qui met Stérin a racheté le média Serfia sur Twitter à Skip. Effectivement, c'est, enfin, je sais pas, la formation reste à vérifier. Ouais. Mais on l'a vu aussi juste avant de commencer. Juste avant qu'on commence, Voilà. il y avait une annonce sur ce sujet, ce qui serait pas très étonnant parce que il a essayé de racheter des médias, notamment Marianne, avec d'ailleurs un jeu assez trouble de mince, comment il s'appelle, Montebourg, sur le sujet. Ils sont associés, hein. Enfin, on peut rappeler qu'ils sont associés quand même en affaires. Enfin, ils ont une joint venture ensemble spécialisée dans le nucléaire. Et en fait, moi, c'est ça que je trouve complètement dingue avec ce projet spécifique. Moi, je pense, Stérin, son sujet, c'est que il a réussi à devenir milliardaire en investissant plein de fois, il a fait plein d'essais, il s'est planté 20 fois, et la 21e fois, il a réussi. Et depuis qu'il a un peu d'argent, il finance plein de trucs en espérant que ça marche. Il fait un peu pareil en se disant, bah, pourquoi la politique serait un marché différent du reste? Et donc, je vais mettre du fric partout. Et puis, s'il y a des trucs qui marchent, tant mieux. Et là, on mettra le paquet pour les aider vraiment beaucoup. Et comme il n'a pas réussi à racheter des médias, eh ben, il essaye de racheter de l'influence médiatique, parce que Serfia, c'est un compte qui est très suivi, qui fait beaucoup d'audience, et potentiellement, faut vérifier. Je sais pas si l'information est vérifiée ou pas. Parce que c'est une information qui vient de Médiavenir, qui est aussi un compte donc, d'éditeur, voilà. Donc, bon, tout ça reste à vérifier, mais
bon. Mais ça serait étonnant. pas étonnant, et ça serait pas étonnant qu'il cherche à le mettre au service de son idéologie. Mais c'est vrai qu'il y avait un document. Mais c'est vrai que c'est une stratégie qui est intéressante à observer, parce qu'on a beaucoup glosé, nous, dans la presse, savoir si vous voulez racheter un grand média, enfin, je veux dire, avoir un grand titre. Et c'est vrai qu'il avait fait des tentatives qui ont échoué. Et on n'a pas beaucoup vu ce qu'il faisait concrètement, c'est-à-dire soutenir des influenceurs, notamment catholiques, enfin, je veux dire, soutenir racheter un truc qui s'appelle Marmelades, qui est un truc d'influenceurs. Enfin, je veux dire, il a sans doute un temps d'avance, en fait, sur nous. Enfin, là, je parle pour nous, hein, pour les habitudes, disons, dans les médias traditionnels. On s'est un peu laissé, on n'a pas vu qu'en fait, il était sur des terrains, voilà, qui sont les nouveaux terrains de l'information. Et donc, Serfias a vérifié, mais à voir, quoi. Et est-ce qu'on peut mettre ce petit visuel, Mike? Est-ce que nous on peut le voir aussi comme ça, Monsieur Laurent pourra aussi le voir. C'était pas celui-là. C'est pas grave, il est bien celui-là Mais aussi. il est bien aussi, remarque. Il est bien, mais voyons peut-être d'abord l'autre. Ouais. Je t'ai envoyé par mail un fichier PDF. Je vais vous laisser parler un par un. Non, mais c'est pas grave. Non, mais on peut revoir le précédent, si tu veux. Avec les petits visages, là, c'était intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de beaux mondes. Parce que c'est vrai que si on rentre un peu sur l'ingérence financière, donc victoire politique, victoire électorale, victoire idéologique, effectivement, ce qu'il y avait dans ce document, à la fin, c'était ce trombinoscope, dont on peut imaginer qu'il a été un peu, revisité depuis, puisqu'il date de septembre 2023. La situation politique n'est plus la même. Éric Ciotti a quitté les Républicains, a créé son parti, a fait alliance avec le Rassemblement national. Marion Maréchal s'est rapproché de Marine Le Pen, enfin, etc. Mais en même temps, l'ambition, il faut quand même rappeler, parce que ça, c'est un des deux tableaux qu'il y a dans le document, mais sur la page suivante, il y a dans la marge les objectifs concrets voilà, pourquoi ce tableau existe. Et l'objectif, c'est le constat qu'ils font à cette époque-là, c'est de dire qu'il y a 30% de relations actives et de confiance qui existent, mais que l'objectif, c'est d'arriver à 80. Et l'objectif est bien, là, on les voit de manière séparée puisqu'ils sont classés par parti. Mais grosso modo, ce qu'il faut comprendre de ce tableau, c'est que l'objectif de ce terrain, c'est que tous ces gens qui sont sur ce tableau, qui vont donc de Édouard Philippe, quand même, enfin, qui est tout en bas, qui est aujourd'hui dans la majorité ou comment vous avez le socle commun, majorité avec des guillemets. Voilà, la majorité avec des guillemets. Et donc jusqu'à Jordan Bardella, Marine Le Pen, que tous ces gens travaillent ensemble et soit en fait qu'il y ait cette union des droites extrêmes sur la base, je dis extrême évidemment parce que la base, les valeurs qui sont défendues et explicitement par Périclès sont très claires. Ce sont d'ailleurs les valeurs qu'on retrouve dans l'acronyme, qui est on ne peut plus clair, quoi. Enfin, je veux dire, il s'agit d'identitaires, d'enracinés, patriotes. Patriotes, je pense qu'ils n'ont pas compris ce que ça veut dire. Non. Voilà. Non, mais ça, on peut discuter de tous les termes. Oui, par ailleurs, oui. Le fait, évidemment, de s'appeler résistance, ça aussi, c'est un peu problématique. Mais on connaît ces renversements maintenant, depuis un bout de temps. Et c'est vrai qu'il y a un sujet quand même, parce que là, et c'est ce que vous décrivez avec précision, mais il y a un document de septembre 2023 que vous avez réussi à obtenir, rendre public autour du mois de juillet 2024. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, en préparant l'audition de Stérin, qui n'est pas venue, mais du coup elle était prête, je me rends compte, parce que je me suis refait toute la bibliographie de la presse sur le sujet, et j'ai essayé d'agréger un peu tout ce qu'on avait comme élément. Et en fait, on s'aperçoit. Alors, j'aurais bien aimé lui demander, par exemple, si ce que révèle la presse sur ses rendez-vous avec plusieurs responsables de droite et d'extrême droite sont vrais ou pas. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Parce qu'on s'aperçoit que autour du mois de septembre, octobre, novembre, il y a une hyperactivité de ce terrain dans des repas, dîners, un coup avec Ciotti, avec Bardella, avec tout un tas de gens. Et ça donne un peu l'impression que, en fait, mon impression à moi, c'est qu'il y va pour leur présenter
le document et pour leur dire en tout cas essayer de venir avec un document présentable. Alors c'est peut-être pas forcément le même pour tout le monde, mais en tout cas d'essayer de vendre son truc à plein de gens d'un seul coup. Que y a du coup les élections législatives anticipées qui viennent perturber le plan de bataille. Faut pas mentir, ça a perturbé le plan de bataille d'un certain nombre de personnes. Mais que tout ça perturbe le plan de bataille et en même temps l'accélère. Parce que d'un seul coup, les Républicains se scindent en deux. Il y a un petit parti qui est créé, l'UDR, qui sort de nulle part. Qui sort de nulle part, qui sort de Ciotti, qui sort d'une tentative de blocage du siège des Républicains, puis de sortie Manu Militari de ce siège-là. Mais ce petit parti qui se crée, ce petit mouvement qui se crée, fait émerger des députés dont on peut retrouver un certain nombre de liens avec les structures de Pierre-Édouard Stérin. Donc ça devient quand même assez intéressant, puisqu'ils disent qu'ils veulent préparer des candidats aux élections, qu'ils disent que ils veulent obtenir des victoires politiques, électorales, etc. Et puis là, d'un seul coup, on voit que des très proches de Pierre-Édouard Stérin, ou en tout cas des gens qui sont très intégrés à son dispositif, d'un seul coup deviennent députés. C'est quand même ça devient une histoire un peu particulière. Si quelqu'un peut placer des proches pour qu'ils soient des représentants de la nation, c'est pas écrit sur leur CV. J'ai été aidé par Pierre-Édouard Stérin pour devenir député. Donc il y a un sujet. Et moi, je dis la même chose sur les ingérences étrangères. En fait, à la limite, que des gens utilisent leur argent pour s'investir dans la politique. Bon, il y a des cadres qui sont prévus, etc. Mais à la limite, même pour moi, ça serait pas un sujet. Mon sujet, c'est que les gens, ils soient pas bernés, qu'ils soient pas manipulés et qu'ils sachent qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du paquet. Qu'ils sachent à l'intérieur du paquet si c'est quelqu'un qui est un militant qui est engagé depuis des années ou si c'est quelqu'un qui a pop comme ça d'un coup parce qu'il est aidé par Pierre-Édouard Stérin. Parce que je pense que sur tous ces sujets-là, à la fin, c'est par l'esprit critique et par les choix politiques volontaires qu'on peut s'en sortir par le haut. Parce que personne n'a envie d'être pris pour un imbécile. Personne n'a envie d'être manipulé. Même les gens de droite, d'extrême droite, ils n'ont pas non plus envie qu'on les prenne pour des imbéciles. Et donc, je pense que, y compris pour faire en sorte que les gens puissent se dire, écoute, c'est n'importe quoi. Le mec on m'a dit que c'était un élu qui allait défendre les gens du peuple. Le type, il est financé par un milliardaire. Ça m'étonnerait qu'il aille défendre les gens du peuple, tu vois. Voilà, je pense que c'est la transparence qui peut être efficace pour. Juste avant qu'on continue, notamment, on va parler de Monsieur Arnaud Rérol parce que c'est aussi un personnage central dans notre affaire. Il me semble que la régie a récupéré le PDF qu'on voulait vous montrer tout à l'heure. Normalement, c'est juste la page 6, c'est bien ça que je t'ai envoyé, Mike. Voilà, et donc c'était ça voilà. dont tu parlais juste avant, Thomas, et c'est vrai que c'est une slide qui nous paraissait importante parce que ça dit très clairement les choses là. Voilà, non mais c'est effectivement des pages intéressantes parce toutes les pages sont intéressantes parce qu'on rentre dans le détail de trucs et il y a des aspects assez quand même certains sont un peu folkloriques mais beaucoup de choses sont quand même très très explicitement données, expliquées. Mais ça, c'est vrai que cette synthèse qui consiste c'est la synthèse du plan, donc sur les trois aspects, la victoire idéologique, donc il s'agit de rendre nos idées majoritaires dès maintenant, promouvoir leurs idées, imposer leurs thèmes, décrédibiliser, attaquer les adversaires, la victoire électorale, faire la différence lors des élections d'ici 2 ans, donc ça veut dire identifier les élections prioritaires. Bon, ça, il y a les municipales, il y avait les municipales, il y a eu les législatives, il y aura la présidentielle, former au combat électoral, mettre à disposition de tous les outils nécessaires. Ça, c'est quand même très intéressant parce que c'est là qu'ils disent explicitement qu'ils vont donc fournir de la data, des médias, des ressources humaines et un financement. Il y a financement et la victoire politique, donc mettre à disposition un programme cohérent. Construire des relations de confiance avec les gens qu'on a vus sur le tableau précédemment, fournir une réserve de bureaucrates, d'hommes d'affaires, d'hommes de pouvoir, qui seraient prêts à servir. Voilà, et développer les réseaux nécessaires. Je veux juste dire un truc sur fournir une réserve d'hommes de pouvoir prêts à servir à tous les postes clés. Pardon, on a eu un rapport entier sur l'entrisme prétendu des frères musulmans, machin chouette, qui concerne, je sais pas combien, soi-disant 400 personnes. Et là, il y a juste un gars qui dit qu'il veut littéralement mettre des gens à des postes de pouvoir. Et apparemment, ça a l'air d'être moins grave pour Bruno Retailleau. Mais en même temps, Bruno Retailleau, il est dans les sites privilégiés.
Et il semblerait, mais ça aurait été une des questions que j'aurais bien aimé lui poser, que le 16 janvier 2025, donc il n'y a pas très très longtemps, qu'il se soit vu avec Pierre-Édouard Stérin et Bruno Retailleau, c'était l'Obs, je crois, qui révélait ça, et que Stérin aurait dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ?» Et la relation avec Retailleau, elle est aussi, enfin nous, la personne qui a répondu au nom de Stérin quand on a fait nos révélations est aujourd'hui Place Beauvau, le directeur de la communication de Bruno Retailleau. Donc en fait, il y a une porosité. Enfin, je veux dire, les liens sont des liens de personnes, sont des liens politiques évidemment. Donc je veux dire, ces choses sont à peu près établies. C'est évident que pour Stérin, Retailleau, qui dans le trombinoscope qu'on fait paraître, qu'on a vu apparaître tout à l'heure, Retailleau était finalement un personnage assez secondaire, il n'était même pas entouré de verts comme prioritaire. Donc ça montre aussi la plasticité, comme vous avez dit tout à l'heure. Effectivement, il s'agit de mettre des œufs dans différents paliers, de parier sur différents chevaux et de prendre celui ou celle qui sera la plus apte à faire gagner ses idées, quoi. Et donc, si on en vient peut-être au fond des choses, enfin, peut-être il y a un truc, moi c'est une question que je me posais un peu de manière à quel moment ça s'est imposé dans la commission, enfin le Périclès s'est imposé, c'était donc pas du tout c'était pas démarrage, le sujet du tout. Ouais. Bon, les choses existaient, hein, pourtant les documents étaient publiés. Enfin, on rappelle, la commission d'enquête commence il y a 6 mois à peu près. Elle a commencé en décembre en fait. Voilà, donc il y a à peu près 6 mois. Or donc ça faisait déjà 6 mois que l'Humanité avait notamment révélé que Pierre-Édouard Stérin avait un projet politique d'envergure. Donc oui, effectivement, pourquoi dès le début vous aviez pas eu envie d'interroger ces personnes et ces questions ? Nous, la commission d'enquête, elle a été. Faut bien voir que la période politique dans laquelle on était à ce moment-là, c'était une période de très forte instabilité politique. Le mois de décembre, c'est quand même, si mes souvenirs sont bons, celui où on a fait tomber un gouvernement. Hein, c'est quand même pas tous les jours que ça arrive. Et l'ambiance était un peu à la présidentielle anticipée. Nous, ça faisait un moment qu'il y avait plusieurs sujets sur lesquels on avait des sérieuses questions, notamment celle du texte de la commission d'enquête initiale, donc l'organisation effective des élections, mal-inscription, non-inscription, la question des sondages, la question du vote à distance des Français, notamment des Français de l'étranger. Enfin, il y avait plein de sujets, la propagande électorale, et plein de sujets où s'il y avait une élection présidentielle anticipée, on voulait pas se faire rouler dessus avec des trucs qui sont pas au point, qui méritent d'être améliorés. Et puis il y a le truc qui est quand même assez fantastique dans les pouvoirs qui sont ceux d'une commission d'enquête, parce qu'il faut pas oublier d'où ça vient. Hein. Ça vient pas de nulle part, les commissions d'enquête. Et donc c'était une époque où on considérait que la représentation nationale ça servait à quelque chose, et notamment les pouvoirs de rapporteur. Où moi en fait je suis rapporteur, je peux aller demander des documents partout. Par ailleurs, je m'étonne d'un truc, c'est que je suis allé récupérer des documents au service du gouvernement qui disent que juste ils ont testé Macron 2032. Ça a l'air de choquer personne. Il y a juste eu un petit entrefilet du canard enchaîné. Moi je suis choqué comme pas possible, mais je sais pas, dans la presse officielle pour l'instant ils s'en sont pas occupés. Je le redis là, si jamais à un moment donné quelqu'un veut s'en saisir, ça me paraît dingue que ça soit possible, mais enfin bon. Bref, tout ça pour dire, on était dans cette période-là. Et la question du financement des élections, on avait des sujets, mais on n'avait pas forcément des sujets qui étaient des sujets majeurs. C'était plutôt des sujets de problèmes pratiques qu'on a rencontrés, notamment avec la CNCCFP, parce que à la fin, on se fait tomber dessus par la la Commission nationale des comptes de campagne et du financement de la vie politique, pardon. Mais à la fin, on se fait tomber dessus par la CNCCFP, alors que c'est pas possible de leur poser des questions a priori. Je veux dire, juste, on pourrait leur poser des questions avant, avoir des réponses et que ça serve de base pour dire bah nous on a fait comme ça parce que la CNCCFP nous a dit de faire comme ça. Ça permettrait à tout le monde d'être plus tranquille sur les élections. Donc au début la question du financement n'était pas dedans. Ce sont les députés RN et macronistes notamment qui ont dit ah tiens ça serait intéressant de traiter la question du financement des élections dans le cadre de la commission d'enquête. Moi j'ai dit je n'y vois pas d'inconvénient, mais juste vu le nombre de sujets, en fait chaque sujet à part entière pourrait être une commission d'enquête. Donc on y viendra si jamais on a le temps en fin de commission d'enquête. Un problème s'est surajouté, c'est que il y avait le texte sur le narcotrafic, dont moi j'étais chef de file pour mon mouvement parce que j'avais fait un rapport sur le narcotrafic juste avant. Ce texte-là s'est tiré en longueur parce que les problèmes d'agenda des ministres a fait que ça a tiré en longueur, plus faire tomber le gouvernement a fait traîner en longueur. Donc je me suis retrouvé avec 2 rapports en même temps
la commission d'enquête et le rapport sur les stupes, qui a fait que j'aurais bien aimé pouvoir faire plus d'auditions et à faire remonter les sujets, mais on a traité ça un peu à la fin. Et puis, le sujet, c'est que ça n'était pas dans nos thèmes de départ, et c'est vraiment pour moi le tournant, voilà, c'est ce que dit Geoffroy Roux de Béziers, c'est quand on a fait l'audition de la CNCCFP. Parce que là, vraiment, moi, je pose la question en disant, bon, j'ai vu ça dans l'UMA, vous en pensez quoi? Et là, il dit, bah oui, c'est un vrai sujet, faut vraiment enquêter là-dessus. Et je pense que tout le monde s'est dit d'un coup, oula, il y a un truc à tirer là. Voilà. C'est comme ça, il y a eu ce point-là où ça... Il dit pas les choses de manière aussi explicite, le président de la CNCCFP. J'ai appris à le dire par cœur. C'est pour ça que je vous laisse faire. Mais il dit l'inspiration de ce projet Périclès, dont j'ai appris l'existence dans la presse, paraît très américaine, enfin en tout cas très éloignée des règles en vigueur en France. Et du coup, c'est vrai que c'est la première fois qu'on entend. Enfin moi, c'est vrai que je suivais un petit peu les réactions politiques dont on pouvait penser quand même qu'elles étaient peut-être pas à la hauteur de ce qu'il y avait en fait dans ce plan. Enfin, il y a eu des velléités, il y a eu des tas de réactions. Enfin, par exemple, quand on a sorti le plan, finalement, à gauche, il n'y a pas eu énormément de réactions. Enfin, tout le monde a regardé un peu ça avec, je sais pas, étonnement peut-être ou surprise. Et puis voilà. Puis après, c'était l'été aussi. Et tu penses que je pense que c'est ça qui joue. C'est un truc très matériel qui est que dans la sphère politique, on a eu une dissolution, puis à gérer installation, gouvernement, etc. Et à la fin, on était tous... je crois qu'il sort le 18 juillet, l'article, quelque chose comme ça. Et je pense que ça doit correspondre à peu près au moment où on arrive à la fin de la session parlementaire extraordinaire qui est convoquée. Enfin, faudrait que j'ai plus toutes les dates en tête. Mais du coup, tout le monde est rincé. Et on n'a pas forcément vu rebondi. Moi, par exemple, je l'ai vu très tardivement, l'article. Je me suis dit, bah là, c'est quand même dingue, ce truc-là. Mais je trouve que certes, c'est un peu venu en décalé, mais la commission d'enquête a permis que d'un seul coup, le sujet émerge de manière très centrale. Alors que c'est même pas un des thèmes de la commission d'enquête. C'est pour ça que moi, je propose qu'on fasse une commission d'enquête, parce que on peut pas faire de commission d'enquête sur un thème qui a déjà eu lieu. Là, c'est pas le cas. C'est un sous-micro-sujet du truc, mais en fait, c'est la boîte de Pandore, c'est-à-dire t'ouvres la boîte et oh là là, mon Dieu, il y a vraiment plein de choses à voir dedans, parce que sur la question du financement, en fait, ça dépend par quel bout on prend le truc. Il y a un projet Périclès qui est un truc spécifiquement sur la politique. Mais attention, parce que Pierre-Édouard Serrin, c'est pas que ça. Les écoles, les académies de Saint-Louis qu'il veut faire, moi je suis hyper inquiet de ce projet-là. Je sais pas si tout le monde est bien au fait de ce que c'est, mais c'est des écoles privées hors contrat qui visent à former chaque année 15 000 hommes debout capables de redresser la France. C'est ça le projet, avec une éducation totale, parce que la bataille culturelle commence dès, je sais plus comment il dit, dès l'adolescence ou dès l'enfance. Enfin, ça va assez loin quand même comme projet. Si jamais c'était le lycée Averroès, tout le monde serait déjà tombé dessus depuis des plombes. Hein. Donc c'est un truc global quand même, le projet qu'il essaye de mettre en place. Absolument. Enfin, c'est vrai qu'il y a Périclès, il y a peut-être, je sais pas si tu l'as dit du coup en introduction, mais il y a Périclès, il y a le Fonds du bien commun qui est son fonds de philanthropie avec lequel il distribue quand même pas mal d'argent depuis des années, de manière jusque-là assez discrète, enfin je veux dire sans que ça fasse de vagues. Et il y a Otium Capital, qui est son fonds d'investissement, son family office, c'est-à-dire là où il a une partie de sa fortune. Et donc avec tout ça, il fait on peut considérer qu'il fait de la politique, avec Périclès bien sûr, mais aussi avec ces autres outils. Et effectivement, il est du coup dans le paysage depuis un bon bout de temps, bien avant. On le rappelle qu'au départ, c'est Smartbox. Peut-être parce que je l'ai pas dit au début. Au départ, il est surtout connu. Les gens le connaissaient. C'était le patron de Smartbox, et c'est comme ça qu'il a fait fortune. C'est comme ça qu'il a accumulé des dividendes pendant des années, et ce qui lui ont permis de faire fortune, effectivement. Mais donc sur la philanthropie, sur les projets, sur les écoles, sur le patrimoine, sur l'écriture de l'histoire de France, par exemple. Enfin, aujourd'hui, il y a des tas d'endroits dans le pays où on découvre dans la presse locale, où des citoyens découvrent qu'il y a un projet soit d'école, un projet de spectacle historique cet été, un parc d'attractions à Dunkerque, donc je disais un spectacle, ça c'est à Moulins dans l'Allier, les écoles, bon donc en Sologne, mais aussi en Saône-et-Loire, et puis il y en a plein d'autres. Ou
par ailleurs, il a des très bonnes relations avec le maire, donc il y a plein de sujets qui sont posés, mais en fait c'est global, parce que par ailleurs Otium Capital, c'est Durvy, celui qui s'en occupe, qui est devenu le conseiller économique de Marine Le Pen. Alors on peut faire comme si tout ça n'existait pas, mais moi j'essaye de regarder les bougées idéologiques ou les choses qu'on essaye de voir. Qu'est-ce qu'il veut ce terrain? C'est quoi ce qu'il cherche en fait? Ce qu'il veut, c'est des gens qui sont turbo d'extrême droite sur la question de l'immigration, de l'identité. En gros, ses gros ennemis, c'est les immigrés, les musulmans, les woke à peu près, et comment il dit, les gauchistes ou un truc comme ça. Enfin, l'extrême gauche. Voilà, l'extrême gauche. Ultra gauche, parfois. Ultra gauche. Enfin, voilà. Il avait qualifié l'humain d'ultra gauche. Voilà. Ce qui montrait un peu son sens de la politique, en tout cas, son sens de la mesure et son sens du classement en politique. Ouais, c'est pas le seul, hein, mais. Non, c'est pas le seul. Parfois des choses que vous pouvez entendre aussi, j'imagine. Ah, bah, nous, c'est même pas, on n'en parle même pas. Nous, on est en dehors du champ, on est parti loin, en dehors du champ républicain, apparemment, selon la, enfin bon, bref, ça c'est pas les détails. Je sais plus ce que je voulais dire du coup, pardon. Sur la galaxie terrain et de toutes les ramifications, vous étiez parti là-dessus. Ouais, mais je sais plus pourquoi. Reçu, parce qu'il y a des mouvements, qui existent. Alors, à l'intérieur du Rassemblement national, si on veut essayer de bien comprendre quelle est exactement la division qui se met en place petit à petit entre Bardella et Le Pen, c'est que Bardella, il essaye de tirer le parti vers une ligne qui soit celle de ce terrain, c'est-à-dire sur les questions immigration, les musulmans, etc., et de l'autre côté, hyper de droite sur le plan économique. Et vraiment, toutes les trucs du Rassemblement national qui laisseraient penser qu'il y a un peu d'étatisme là-dedans et que on pourrait croire que éventuellement ils essaieraient de faire des mesures sociales, ce qui n'est pas le cas, hein, quand on regarde dans le détail du programme du Rassemblement national, c'est pas ça, mais ils arrivent à donner l'impression que c'est ça qu'ils font. Bah lui, il veut virer tout ça, et moi, mon impression, peut-être que je me trompe, mais quand je regarde ce que fait l'UDR en ce moment, l'UDR, ils font un travail de fond idéologique qui passe sous les radars. Mais vraiment sous les radars. Ils en sont à leur 3e convention programmatique, 2e ou 3e convention programmatique. Et la dernière, c'était sur le financement de la retraite, et la retraite à 65 ans, et tout ça. Et une part de retraite par capitalisation. Donc, d'un côté, ils sont en train, et c'est nouveau pour la droite fait pas ça d'habitude. D'habitude, ils se contentent de dire du mal des musulmans, une fois de temps en temps des Algériens, après c'est les insoumis, une fois c'est les étrangers, puis ça tourne dans un sens ou dans l'autre. Retailleau, c'est le parfait exemple. Mais là, ils sont en train de faire de travailler le fond du programme pour avoir un programme idéologiquement d'extrême droite sur les questions de société au sens large, et d'extrême droite aussi sur le plan économique, sur les deux bords. Et c'est pour ça qu'il y a des tensions qui existent en interne, parce que, en gros, Bardella veut tirer vers la ligne Ciotti, Le Pen est prise entre Bardella et comment il s'appelle l'autre qui hurle là. Zemmour, non, l'autre Tanguy. qui hurle. Jean-Philippe Tanguy. Entre Tanguy et Bardella, et vous voyez des mouvements idéologiques qui sont en train de se produire, puisque là, par exemple, ils ont dit qu'ils voulaient respecter les 3%. D'un seul coup, ils veulent respecter les règles européennes. Bah, ça, c'est un bouger qui vise à essayer d'aller de plus en plus vers la droite. Ce matin, Bardella à la radio, le voilà qui défend Nicolas Sarkozy en disant quand même lui retirer la Légion d'honneur, c'est une humiliation, etc. Le mec, il est juste condamné. Donc, tout ça, c'est un bouger idéologique qui est en train de se faire et qui correspond à ce que vous disiez, c'est-à-dire un objectif de fusion idéologique de ce corps-là. J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur la commission d'enquête et notamment qu'on parle de Rérol. Ouais, je fais juste une petite incise. Non, c'est juste pour dire que la semaine prochaine, il y a donc un cache investigation, mais il y a aussi le même soir un sommet des libertés qui est organisé par Périclès et par le JDD, puis par d'autres think tanks dits libéraux, et qui précisément va être sans doute le moment de cristallisation. On attend Bardella, on attend Knafo pour Reconquête, voilà, enfin on attend Ciotti bien sûr. Ça va être la tronçonneuse de Milei partout, hein, c'est-à-dire qui est devenu un truc revendiqué par Eric Ciotti, par l'UDR. Ça veut dire les libertés, c'est-à-dire l'ultralibéralisme, enfin des libertariens très peu libertaires, hein, pour le coup, très sur les questions culturelles, sociales, extrêmement conservateurs et réactionnaires. C'était juste pour dire qu'on va avoir cette cristallisation à ce moment-là. On verra ce que ça donne, hein, parce que y compris, je pense, là on parlait des éventuels
d'éventuelles discussions qu'il peut y avoir au sein du RN. Enfin, effectivement, Tanguy a plusieurs fois ces dernières semaines dit que Sterrin était pas quelqu'un de fréquentable. Il a dit qu'il voulait pas l'argent d'un exilé fiscal, ce genre de choses. Enfin, on voit bien qu'il y a quelque chose. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se joue là, qui est embarrassant en fait pour ce RN là. Mais il y a aussi des choses sans doute qui se jouent dans la droite dite républicaine autrefois sur des questions qui sont des questions de ligne politique avec une dérive totalement dite illibérale ou post-libérale, voire anti-libérale. C'est ça en fait. Mais fasciste, un fascisme qui effectivement peut tout à fait évidemment s'adapter à cet ultralibéralisme, etc. Donc voilà. Je vous laisse répondre et après. Ouais. Non mais c'est ça, c'est que on est dans un moment de pente fasciste. Donc la pente fasciste, c'est pas très compliqué. Si on regarde ce qui s'est produit dans les années 30, les gens ils dévalent la pente petit à petit. Et des choses qui étaient non admissibles deviennent d'un seul coup admissibles, etc. Et le capitalisme, dans la phase dans laquelle il est entré, il a une contradiction qui est une contradiction majeure. C'est que pour pouvoir perdurer, il doit nécessairement avoir un appui d'une partie des classes populaires qui sont celles qui sont les plus victimes du capitalisme. Donc son seul facteur d'unité dans la période, c'est de réussir à mettre d'accord des grands patrons et des ouvriers, des salariés ou des chômeurs. Et le seul truc qui peut réussir à les mettre d'accord, c'est justement le racisme, la détestation d'une partie de la population. Et d'ailleurs, c'était des trucs que disait très... ça tombe bien qu'on soit sur l'humain. C'était des trucs que disait très bien Karl Marx sur la division entre la classe ouvrière irlandaise et des Anglais en excitant les haines sans arrêt. Et il dit, en plus, Marx, il dit, ils mettent tout au service, les médias, tous les secteurs d'influence, etc. Là, on est exactement dans ça. Et justement, ce qu'essaye de faire Sterrin, c'est d'accélérer le mouvement. Et on voit bien, je crois que ça y est dans le document qu'on a montré tout à l'heure, ils disent qu'ils veulent maîtriser la fenêtre d'Overton. C'est-à-dire qu'ils veulent, en gros, que le disciple d'extrême droite soit de plus en plus large, qu'on puisse dire de plus en plus des dingueries. Voilà, c'était imposer nos thèmes et en maîtriser la fenêtre d'Overton. Production audiovisuelle, influenceur, porte-parole, leader d'opinion. Donc on voit bien que le but, c'est de pouvoir dire des dingueries toujours plus grandes pour que à chaque fois ça se décale vers la droite. Et puis nous, quand on reste à notre niveau, dans la pente fasciste, normalement, quand t'es de gauche, t'es censé pas la descendre. T'essayes en tout cas, t'essayes d'aller de l'autre côté pour la redresser. Donc le but du jeu, pour eux, c'est de faire en sorte de nous discréditer. Et que quand on tient des positions politiques, qui sont des positions politiques stables, sûres, eh bien, elles soient perçues, ou en tout cas on essaie de les faire percevoir comme des positions qui seraient extrémistes, etc. Par exemple, toute la propagande qui est faite sur notre compte, sur l'antisémitisme, sur l'islamo-gauchisme, sur comment ils ont dit l'autre fois, les complices des frères musulmans, ou toutes ces choses-là, elles visent à discréditer des positions qui sont des positions simples, antiracistes et républicaines, mais à les faire passer pour des trucs que vraiment t'es des fous si jamais tu dis ça. Et ça, moi, j'ai une conviction, alors peut-être vous allez me penser que je suis trop optimiste, mais moi je suis hyper optimiste sur l'avenir. Je pense qu'ils sont faibles. Et je pense que c'est un état de faiblesse si jamais ils sont obligés de mettre autant de fric pour réussir à essayer de faire basculer l'ensemble de la société. Parce que c'est pas le mouvement de la société. Aux dernières élections, le mouvement de la société, bien sûr, il y a eu un très fort vote d'extrême droite, mais Le Pen avait fait plus à l'élection présidentielle, faut pas l'oublier non plus. Mais le mouvement de la société aux élections législatives, la dernière fois, ça a été bloquer les fachos. Il n'y a pas d'immense raison que ça varie dans le temps. Bien sûr, il y a une pente, bien sûr, ils essaient de l'accompagner, bien sûr, ils essaient de l'augmenter. Mais enfin, bon, en termes de dynamique politique, moi, en ce moment, il y a des gens de droite qui viennent me voir en me disant « Ah bah merci, vous tenez une position solide sur Gaza, c'est pas très différent de ce que disait Chirac, je vais voter pour vous la prochaine fois. » Donc, ça veut dire que même malgré tout, le dispositif médiatique qui est cette fois-ci officiel, bon, je sais pas, ça a l'air d'être quand même un bout de course. Ça a l'air d'être un bout de course. Et si vous voyez les mouvements qu'il y a aux États-Unis en ce moment, je suis pas sûr que Trump tienne très 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 longtemps non plus. Je voulais qu'on revienne un peu sur la commission d'enquête et notamment sur l'audition de monsieur Arnaud Rérol, puisque on a beaucoup parlé de Pierre-Edouard Sterrin, ce qui est bien normal, mais donc on l'a dit, il n'était pas là, il ne s'est pas rendu à cette commission d'enquête. Mais il y a le patron de Périclès qui est venu, qui est donc le bras droit de Pierre-Edouard Sterrin, qui n'est donc pas n'importe quel pimpin, quoi. Il a du pouvoir, il a le bras long. Et donc vous l'avez interrogé pendant à peu près 3 heures. Et est-ce qu'on peut regarder les passages, la régie? Vous leur apportiez leur soutien. Et enfin, quand même, pardon, mais quand on va sur le site de Politicaire, on ne voit pas que vous êtes derrière et que vous financez. Donc la clarté et la transparence sont pas vraiment au rendez-vous.
alors je crois qu'il y a je crois que le journal L'Humanité a écrit une trentaine d'articles sur Périclès depuis notre lancement. Malheureusement, tout le monde ne lit pas L'Humanité, évidemment, oui, et c'est bien dommage. Mais en tout cas, je suis par ailleurs ravi de voir que on intéresse effectivement autant l'Humanité. Non, et je crois que le lien entre Politicae et le fait que nous soutenons Politicae n'a jamais été nié. Ils sont sur notre site internet. Que ce soit Antoine Valentin quand il a été interrogé, ou moi-même, ou Pierre Dorstein, nous ne l'avons jamais nié. Donc c'est, je pense, particulièrement. Alors, Voilà. Ça nous faisait plaisir quand même qu'il parle de nous. C'était plus pour la blague, ça, à vrai dire, parce que c'est vrai qu'il a beaucoup été question de l'humanité dans cette audition. D'abord pour dire effectivement, d'abord parce que vous citiez beaucoup le document de l'humanité. Enfin, je veux dire, voilà. Arnaud Rérol a lui-même dit que c'était pas une révélation, que c'était déjà sorti avant. Dans la lettre, 6 mois avant, voilà, dans le JDD. Bon, que c'était sorti dans le JDD, oui, c'est sorti dans le JDD parce qu'ils avaient donné le document ou des parties du document en sachant qu'on allait le sortir. Donc c'est sorti en même temps en fait dans le JDD, avec des extraits un peu pas tout à fait les mêmes que nous, je pense. Donc il y avait eu toute une opération de torpillage, disons, voilà. Ouais, aucune importance. Mais là, c'est vrai que ça nous amusait d'entendre Arnaud Rérol dire que c'était très bien de lire l'Humanité. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait. Enfin, je sais pas. C'était vraiment à la sortie de l'audition. Je vais pas trop la ramener, mais il s'est jeté sur moi en disant bonjour Monsieur Lemayeux, alors qu'on s'était jamais vu, en me disant donc en manifestant le fait qu'il me connaissait et qu'il voulait. Donc c'était une espèce de chantage, je pense, ou de manière de montrer, voilà, un petit coup de pression. Voilà. Donc c'est sûr qu'ils nous suivent. Donc on s'en félicite et on se félicite surtout qu'on intéresse d'autres lecteurs. C'était pas vraiment le passage qu'on voulait passer, parce qu'il y a des choses plus importantes évidemment dans cette commission. On a noté plein de passages à passer. Voilà, moi je pense que ce qu'on peut retenir, en tout cas, peut-être on va vous demander ce que vous retenez de cette audition d'Arnaud Rérol. Nous, il y a des choses qu'on a retenues parce que d'abord c'est des informations qu'on a appris grâce à la commission d'enquête, mais grâce au fait que cette audition se passait sous serment et grâce aussi à la manière un peu insistante parfois que vous avez pu faire de poser des questions. Notamment, une chose qu'on a appris, c'est l'organisation. On l'a appris de manière beaucoup trop. Ça reste parcellaire et l'audition de ce terrain aurait été intéressante, mais l'organisation structurelle, financière de Périclès, on sait que pendant un certain temps, ça a été incubé, comme dit le document, au sein du Fonds du bien commun. Et ce que vous a répondu Arnaud Rérol, peut-être, je sais pas, je vous laisse peut-être le dire, au fait, voilà. Moi, je voulais savoir ce que c'était que cette structure Périclès, parce que dans le document, c'est pas clair. Et dans le document, il est dit que il faut. Alors, c'est dit que c'est créé à la fois par le Fonds du bien commun et par Otium Capital, et que il faut assez rapidement libérer ces deux structures de Périclès pour le protéger juridiquement et sur la réputation. Donc, moi, j'aurais bien aimé savoir, et j'aurais bien aimé notamment faire venir Durvie et Rostu, qui sont donc Otium et Fonds du bien commun, pour savoir ce travail de mise en place du dispositif. Mais là, moi, ce que j'ai réussi je pense c'est inédit dans la commission d'enquête, c'est qu'à un moment donné, je lui pose la question de savoir c'est quoi la structure, et il dit c'est une SAS, d'accord, une SAS, mais détenue par qui? Détenue par une holding. Et je le lâche pas pour savoir quelle holding. Et il finit par répondre que c'est donc Graal, qui est une holding qui est en Belgique. Alors vas-y, de nouveau, voici des patriotes qui ont des holdings en Belgique. Tout ça commence à quand même être un peu, enfin je sais pas, mais je pense même y compris normalement. Enfin moi je me dis que des gens qui votent à droite ou à l'extrême droite, ils doivent avoir un minimum de réflexion sur, bon d'accord, si un type essaye de me faire voter pour la droite et pour l'extrême droite, mais lui-même fuit l'impôt, je sais pas, essayer de connecter les idées. Qu'est-ce qu'il peut bien essayer de faire en vous faisant détester votre voisin?
À quoi ça sert exactement de vous faire détester votre voisin qui aurait pas la bonne couleur de peau ou pas la bonne religion à ses yeux ou pas la bonne orientation sexuelle ou je ne sais quoi. Enfin, vous faire détester la terre entière et vous faire acheter des barrières, des caméras de vidéosurveillance et avoir peur. À quoi ça sert historiquement les gens qui essayent de faire peur? Bah, ça sert toujours plus ou moins à faire la même chose. Ça sert à faire voter contre ses intérêts ou en tout cas à faire agir contre ses intérêts matériels. Donc voilà, moi, cet élément-là, c'est un truc intéressant. Mais en même temps, bah, c'est pareil. Du coup, j'ai tiré un fil. Youpi, j'ai un poisson au bout. J'aimerais bien aller ouvrir le poisson, regarder à l'intérieur des intestins et bon non, je vais pas faire ça parce que on est contre la souffrance animale. Mais voilà, je voudrais en tout cas savoir ce qu'il y a vraiment au bout de la ligne, quoi. Oui, d'autant qu'en regardant, on voit que cette holding et cette entreprise sont créées en janvier 2025. Donc toutes les questions, disons, qui pouvaient exister au préalable, sur comment par exemple l'année dernière, comment ça a fonctionné, comment l'argent est arrivé ou pas, reste posé, quoi. Autre chose qu'on a pu découvrir à l'occasion de cette audition, c'est notamment sur les médias, au bout d'une forme de processus de questionnement, de révélation, vous êtes parvenu à arracher le fait que Périclès avait aidé Frontières. C'est aussi l'information qui est peut-être pas encore qui est arrivée en fait à la fin de l'audition. Tout le monde n'avait peut-être pas regardé. C'est peut-être pas resté assez inscrit dans les mémoires. Voilà. Enfin, c'est quand même un truc assez important aussi. C'est donc ce qu'ils font, c'est qu'ils aident. Là, ils disent qu'ils ont aidé à une campagne de communication. Alors moi, j'ai un petit sujet, mais c'est effectivement, même moi, comme on a eu des éléments qui étaient des énormes trucs, moi, mon soupçon, mais que j'aurais bien aimé pouvoir étayer avec des documents et des éléments de preuve, c'est que, comme ils disent que avec Périclès, ils veulent discréditer des adversaires. Frontières a fait un magazine entier sur la France insoumise. Où la une c'est Jean-Luc Mélenchon qui a l'air effrayé je sais pas quoi et puis on est censé être je sais plus quoi, alors pardon j'oublie la liste, ça me fait rire à force mais on est censé être islamiste et des trucs comme ça comme d'habitude quoi, et je me dis ils ont payé une campagne d'affichage en kiosque dans à peu près tout Paris. Je sais pas s'il y avait d'autres villes qui étaient concernées, mais en tout cas à Paris c'est sûr que c'était affiché sur les kiosques pendant plusieurs jours. Ça coûte un fric monstrueux de faire ça. Moi, j'aimerais bien savoir d'où ça vient cette campagne. Est-ce que ça a été justement un financement Périclès ou pas, et je pense qu'il y a matière à aller creuser pour obtenir des documents. C'est pour ça que ça serait intéressant qu'il puisse y avoir une commission d'enquête dédiée. C'est pour ça qu'ils ont très peur d'ailleurs, à mon avis. Sterrin, ses manœuvres dilatoires, elles visaient, je pense qu'il le sait, elle visait à faire en sorte que la commission d'enquête s'arrête et ben voilà, c'est fini. On n'a plus des pouvoirs de rapporteur, on peut plus aller enquêter, on peut plus les convoquer, on peut plus leur poser des questions. Donc il se dit je les ai bien eus quoi. Ben, moi j'aimerais bien que la représentation nationale se fasse respecter, mais je pense qu'on va y arriver. J'ai bon espoir qu'on y arrive vraiment. Alors, à la fin de l'audition, Arnaud Rérol a précisé aux journalistes, mais donc hors serment, libéré de ses obligations de serment, que c'était pas ce numéro sur leur. Okay. Il l'a présenté, il l'a dit en plaisantant, bien sûr. Enfin, je veux dire, ça l'amusait de faire cette précision que c'était pas le numéro de Frontières sur la LFI qu'il avait aidé. C'était un numéro précédent l'année dernière. Non, mais voilà, je dis. Mais c'est hors commission, donc il était délié de ses obligations, disons, de sous serment. Tu veux continuer ou sinon j'ai une question, mais vas-y. Moi, je pense qu'il faut qu'on aborde aussi les questions. Il y a une question de fond qui a été, elle aussi, l'objet d'une petite passe d'armes entre vous. C'est autour de ces baromètres. Hein. Enfin, que là, c'est un vrai sujet. C'est un sujet vraiment. C'est pas simplement donner quelques milliers d'euros à tel ou tel média ou voilà. C'est l'organisation effectivement du débat politique. Donc à travers cette ambition de Périclès de créer éventuellement de racheter un institut de sondage, de créer des baromètres. On peut essayer de passer un petit passage si tu veux. Monothématique. Bah oui, si on peut passer le. Ouais. Là, c'est assez flippant. Ouais. Permis la possibilité de
dire les opinions que vous défendiez. Donc sur celle-ci en particulier, je trouve qu'il est assez intéressant que le directeur de Périclès dise si vous estimez qu'il y a un lien entre islam et insécurité. Et quel est le problème ? Le problème est de savoir si je suis chrétien. Le problème est d'être chrétien ou le problème est que je m'intéresse à l'islam ? Je pose une question simple qui appelle une réponse par oui ou par non. Donc j'aimerais savoir si vous pensez qu'il y a un lien entre islam et insécurité. Je pense qu'on peut à la fois s'intéresser à l'islam, s'intéresser à l'insécurité, s'intéresser au lien entre l'islam et l'insécurité en France. Donc pour vous, la réponse est oui. Ma réponse est que réfléchir au lien entre l'insécurité en France et l'islam est quelque chose de tout à fait pertinent sauf si vous considérez qu'il est interdit de s'interroger sur cette question, dans ce cas-là, c'est autre chose. C'est un extrait assez parlant. Mais c'est un extrait très très court parce qu'effectivement il y a un long échange en fait dans lequel vous êtes, vous développez. Peut-être on va vous laisser d'ailleurs le faire d'ailleurs parce que effectivement cette question. Il y a donc 3 baromètres qui sont évoqués par Périclès. Un baromètre, je crois, sur l'extrême gauche, un baromètre sur l'immigration et un baromètre islam et insécurité. Et vous avez relevé cette addition de l'islam et de l'insécurité dans un seul baromètre. Et donc vous expliquez aussi le caractère absolument dangereux et complètement anti-scientifique. Enfin, je veux dire, ça n'a aucune valeur. C'est pas démontré par les sciences sociales et ça vous le faites de manière appuyée pendant la commission. Et donc pourquoi, cette réponse est très éclairante parce qu'effectivement, il défend tout à fait cette conception d'un tel baromètre. Il essaye en plus de ramener ça sur un terrain en disant, mais c'est vrai que le terrain du chrétien de Périclès. On rappelle que dans Périclès, il y a chrétien. C'est une dimension évidemment très importante avec Pierre-Édouard Stérin. J'imagine que, tout le monde le sait que c'est pour lui une dimension assez cardinale dans son engagement. C'est le cas de le dire. Voilà, je me permets. Donc, voilà, vous avez voulu tenter de mettre ça en avant. Et qu'est-ce que vous pensez du coup de cette réponse et de cet échange rétrospectivement ? Déjà, Pierre-Édouard Stérin, il dit il a pour ambition de devenir saint. Et il dit c'est un super driver. Vraiment, devenir saint, c'est un driver. Je dois dire que je m'attendais pas à une telle phrase, mais enfin bon. Donc, il y a chez Stérin et chez Périclès l'idée du choc des civilisations je perds son nom là, de Huntington. C'est vraiment cette idée-là. Il y a un affrontement entre un monde occidental et un monde oriental, entre le christianisme et l'islam, et donc à la fin ça va finir en guerre, et puis voilà, on va recommencer les guerres de religion. Et d'ailleurs c'est ce que je lui dis à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas une logique de guerre de religion dans ce que vous faites ? Et dans cette idée de baromètre, on est vraiment dans pour moi le cœur de ce qui est le plus dangereux de Périclès, parce que j'allais dire à la limite, je mets des énormes guillemets parce que ça ne me va pas non plus, mais à la limite, faire une entreprise de je sais pas quoi, de conseil politique qui peut être un prestataire dans une campagne, mais qui soit un prestataire qui est orienté plus à droite que à gauche, alors so what, ça existe déjà. Si c'est dans le cadre du financement de la campagne, pourquoi pas. Là, on est dans autre chose. On est dans il n'existe pas de lien entre immigration et insécurité, entre islam et insécurité, et pourtant, sans arrêt, il y a des gens qui essayent de nous dire qu'il y aurait un lien entre immigration et insécurité, et là, nouveau truc, entre islam et insécurité. Donc, on voit que, comme ils n'arrivent pas à faire la démonstration scientifique que tout ça existerait, parce que c'est pas le cas, c'est-à-dire toutes les enquêtes scientifiques qui sont faites sur le sujet montrent qu'il n'y a pas de lien entre immigration et insécurité notamment. Comme ils n'arrivent pas à le démontrer, ils veulent passer par autre chose. Ils veulent passer par « les Français pensent que ». Et donc comme ça règle le problème. Bourdieu disait à propos des sondages, c'est d'ailleurs une des parties assez intenses de la commission d'enquête, mais Bourdieu dit en gros, avant on disait que Dieu avait dit c'est comme ça, et maintenant on dit l'opinion publique a dit, et puis pouf, allez hop, c'est réglé, l'opinion publique a dit. Et on le voit déjà en fait, des dispositifs sondagiers qui existent. Celui qui fait ça sans arrêt,
Bolloré, puisqu'il a racheté l'Institut CSA. Le JDD commande des sondages à l'Institut CSA, qui sont publiés dans le JDD et qui sont commentés sur CNews et sur Europe 1, et on vous dit 68% des Français parce que l'immigration est la cause de l'insécurité ou des trucs comme ça, quoi. Et ben ils veulent faire la même chose, mais avec des baromètres pour avoir un suivi, pour pouvoir dire ça monte, ça descend, je sais pas quoi, et que ça soit une actualité. En fait, ils veulent essayer de créer, de forger une actualité de non pas il y aurait un lien entre islam et insécurité, mais les Français pensent qu'il y a un lien entre islam et insécurité. Donc si les Français le pensent, c'est bien que ça doit être vrai, non ? Et on voit bien la logique, c'est-à-dire ils disent dans le document qu'ils veulent ou racheter un institut de sondage, ou créer un institut de sondage, ou faire un partenariat particulier avec un institut de sondage, et ils disent qu'ils ont commencé des discussions avec l'IFOP. l'IFOP qui nous a dit que c'était pas le cas. Donc, sous serment, ils nous ont dit ça. Donc, c'est pareil, j'aurais bien aimé pouvoir creuser, voir s'il y avait des mails, des échanges, etc. Mais l'idée qui est derrière, c'est en gros de forger l'opinion, d'influencer l'opinion de manière malhonnête. Et ils ont créé une structure dédiée qui s'appelle Hexagone. Et Hexagone, ils filent du fric à Hexagone. Hexagone fait des sondages. Et là, par exemple, il y a eu un cas. Alors en plus, vraiment, on était vernis parce qu'ils faisaient toutes les bêtises en plein milieu de la commission d'enquête. Vraiment les champions du monde. C'est pour ça, moi, je suis assez optimiste parce que la bêtise est un facteur de l'histoire quand même aussi. Et les mecs, ils font un sondage pour lancer la candidature de Jordan Bardella. Du coup, ça hurle en interne de quoi ? Comment ça ? Vous avez testé Bardella, vous avez pas testé Le Pen ? Ils refont un sondage, mais pas avec le même échantillon. Enfin, n'importe quoi sur le plan scientifique. Déjà que c'est n'importe quoi de base. Mais là, ils ont fait vraiment la démonstration qu'ils voulaient utiliser les sondages comme des instruments politiques. Donc bon, moi, je veux bien que le président de la commission soit pas d'accord avec moi sur la partie sondage. Mais enfin, je dis aux gens qui seraient pas d'accord avec moi, allez regarder ce que je dis, et puis ensuite on en rediscute. Parce que... Non, mais oui, enfin, je pense qu'il y a d'autres aspects de Périclès aussi, mais qui sont liés en fait. Un des aspects, des choses qu'on a appris dans cette audition, c'est le classement des entités les plus aidées. Alors d'après Arnaud Rérol, donc c'était Politicae, donc cet institut de formation, enfin qui organise des séminaires de 2 jours pour des futurs candidats au municipal. L'Institut de formation politique, qui est là une entité, enfin une école, un institut de formation qui a pignon sur rue depuis une vingtaine d'années, qui est quand même un carrefour de toute évidence de ces courants conservateurs, réactionnaires et très qui font les passerelles entre les droites extrêmes et extrême droite depuis des années, avec Alexandre Peset notamment. Il y a l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, et ça on peut peut-être s'arrêter une seconde là-dessus parce que là aussi c'est un instrument très puissant, parce qu'on lui donne, parce qu'on prend au sérieux, disons, ce que ces gens apportent à des médias. Enfin, alors nous, on prend pas ça très au sérieux, nous, mais d'autres médias quand même, y compris pas tous liés d'ailleurs à Bolloré. Oui. Je veux dire, il y a une forme de bollorisation ou stérilisation, je sais pas comment on va pouvoir dire, des médias qui va au-delà des questions simplement capitalistiques. Voilà, l'Observatoire de l'immigration et de la démographie a fait une étude, entre guillemets, qui prétendait démontrer que 580 millions d'étrangers pouvaient demain arriver en France au titre du droit d'asile. Ils avaient droit, ils rentraient dans les critères du droit d'asile. Et donc, c'est une espèce d'agiter ce chiffre, évidemment, faramineux, de 580 millions de personnes. Ça sert évidemment à faire peur. Enfin, vous disiez tout à l'heure, il s'agit d'installer ce type de truc. Donc c'est toutes ces opérations qui, au fond, s'accumulent, en fait. Je veux dire, elles sont, ce qui est assez fascinant, enfin, nous, c'est quelque chose qui nous a frappé à l'humanité, c'est que, finalement, il est question d'assez peu d'argent. Enfin, là, on parlait des entités les plus aidées. Donc là, c'est sans doute quelques centaines de milliers d'euros qui sont dépensés, mais pour la plupart des autres, celles qui sont affichées sur le site internet, c'est quelques milliers d'euros. En tout cas, d'après ce que disent les uns et les autres. Puis surtout, quand on regarde l'activité concrète de ces entités, bon, c'est très modeste. Il y a pas encore grand-chose. Même Florence Bergeau-Blaclair a été financée par Périclès, mais elle a une activité qui tient
enfin qui est personnelle. Au fond, elle a bon, et puis elle est chercheuse CNRS. Je ne sais pas si elle a besoin de beaucoup d'argent pour au fond créer un secrétariat, etc. Mais c'est vrai que cette manière de faire, c'est-à-dire donner peu d'argent mais à beaucoup de gens, à beaucoup de monde, et comme il le fait aussi avec la philanthropie, ça commence à faire pas mal de gens. Qu'est-ce que ces gens deviennent? C'est assez frappant aussi de voir que pour aussi peu d'argent, finalement, les gens deviennent des obligés, servent finalement plus ce terrain et son projet politique que même, tout en s'en défendant, en disant, pour la plupart, moi j'ai pas touché grand-chose, je ne connais pas très bien Monsieur Sterrin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est un vrai mystère pour nous. Alors, je ne sais pas si l'audition de Pierre-Édouard Sterrin aurait pu aider à percer ce genre de choses, mais voilà, qu'est-ce qu'il est en train de constituer au fond d'après vous, quoi. Moi, je pense que il voit vraiment la politique comme un marché comme un autre, qu'il y a des secteurs. Il y a, je sais pas quoi, le secteur former les gens pour qu'ils soient efficaces, le secteur faire de la bonne communication, le secteur avoir des bonnes analyses électorales et de la bonne data. Ça, c'est un des sujets aussi, hein. Le secteur, je sais pas quoi, enfin, une série de secteurs comme ça. Et il se dit, bon, bah, sur chacun des secteurs, je vais essayer de mettre un peu d'argent. Comme ça permet, parce que c'est sur projet, hein, que ça fonctionne, Périclès. Ça, c'est un des trucs qu'on a appris, d'ailleurs, dont on n'a pas vraiment détaillé, mais ils disent, on reçoit des projets. Ah, tiens, intéressant. Donc, on reçoit des projets. On pourrait peut-être regarder les projets qui sont reçus. Mais on reçoit des projets. On les finance au cas par cas. Il dit qu'ils en ont financé 90. J'ai demandé la liste. Ils me l'ont jamais envoyé, hein. C'est justement une question qu'on voulait vous poser. Est-ce Oui, que finalement vous l'avez eu cette liste? Non, j'ai pas eu de liste. J'ai demandé la liste. Il a dit qu'il voulait faire la transparence. Ils veulent à l'évidence pas faire la transparence. Mais je pense qu'ils mettent des sous partout. Alors après, faut bien voir. Encore une fois, bon, c'est pas pour être inutilement méchant, mais des gens qui sont ou maladroits ou paresseux ou enfin plein de trucs, hein. Il peut y avoir plein de facteurs d'inefficacité dans l'argent qui est mis. Si je dis je te file un paquet de pognon et qu'on dit au gars si tu fais ce que tu veux avec le pognon, t'inquiète, on a confiance, utilise pour ton projet, qu'il n'y a pas de suivi, potentiellement le pognon il va partir, hein. C'est des gens de droite, faut pas oublier que s'ils peuvent en mettre un peu de côté, ça leur va, quoi. Donc moi je vois plutôt ça comme ça. Il met un paquet d'argent. Il se dit bon, on voit si ça fonctionne. Si ça fonctionne, il en remet et vas-y, c'est parti. Et puis si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, tant pis. Par contre, là où je vois un dispositif qui me semble assez clair, c'est il finance des structures. Donc tu as des coquilles comme ça, plein de petites coquilles. Soit c'est des structures qui vont servir à financer un gars qui va être, par exemple, je sais pas quoi, influenceur. Donc on va lui permettre de vivre pendant 1 an ou pendant 2 ans. Je pense que c'est ça, en gros, à quoi ça sert de le financer. Et puis comme ça, lui, il peut faire son contenu régulièrement. Soit il finance une coquille. Pouf. La coquille permet de donner une officialité. Typiquement l'observatoire de l'immigration. Et puis, comme tu es président de l'observatoire de l'immigration ou directeur de l'observatoire de machin chouette, vice-président de l'observatoire de bidule chouette, et ben du coup, si tu as des médias un peu complaisants, genre CNews, ils t'invitent, ou Europe 1, ils t'invitent sur leur plateau, tu parles, tu dis une dinguerie une fois de temps en temps, c'est repris sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, ça circule. Et puis, il y a des gens pas très malins dans les autres médias qui se disent oh tiens, un spécialiste de l'immigration, bah disons on pourrait l'inviter, lui il a dit des choses intéressantes, t'as vu la dernière fois il a dit ça, disons c'est vachement grave. Est-ce qu'ils vont regarder exactement c'est quoi la structure? Non. Et c'est pour ça que je dis qu'à mon avis il y a un truc à jouer là pour stopper une partie du dispositif de Pierre-Édouard Sterrin. Moi, un des trucs que je vais faire quand j'aurai le temps, Mathis va hurler, mais quand j'aurai le temps, Mathis, hein, t'inquiète. Mais quand on aura le temps, votre adjoint parlementaire qui est en coulisses, juste à côté de la mais à un moment donné, quand on aura le temps, promis, quand on aura le temps, je veux faire la liste. Voilà, je veux dire, machin, il est financé par Pierre-Édouard Sterrin parce qu'il est de telle structure. Machin, il est de telle structure. Et ensuite, si France Info, BFM TV, les médias traditionnels, mais non d'extrême droite, a priori, en tout cas c'est ce qu'ils disent, veulent inviter ces personnes-là, mais qu'ils le fassent, mais à leurs risques et périls. Parce que derrière, il va y avoir plein de gens qui au moins seront au courant du fait que les gens qui ont été invités
sont des pions de Pierre-Édouard Sérin qui avancent, qui bougent, et voilà. Name and shame. Ça fait presque 1h15 qu'on est ensemble. Je sais pas à quel point bon vous avez la soirée devant vous, mais je propose qu'on se dirige doucement vers la fin de cette interview. Thomas, qu'est-ce que t'en penses? À quel point on peut retarder? Parce que je pense aussi à la technique. Nous on est bien aussi, mais voilà, je voulais pas. Allez, on est parti jusqu'à 23h30. Non, moi il y a une question qui me semblait intéressante parce que je me suis refait le replay de la commission ce matin et j'ai remarqué que je travaille un petit peu. Refait, non mais tu veux dire que tu l'avais déjà vu. Pardon. Partiellement. Que Arnaud Réol, dans ses réponses, souvent mobilise le cadre légal, le respect de la loi. Souvent, à vos questions, il vous dit, bah oui, on fait ça, mais ça respecte la loi. Oui, on fait ça, mais dans le cadre légal. Alors, d'abord, il faudrait peut-être vérifier si ça se fait effectivement dans le cadre légal ou pas. Mais bon, on va dire qu'il dit la vérité, il a prêté serment, il ne vous a pas menti. Et est-ce que ça ne veut pas dire que finalement le cadre légal n'est pas adapté ou n'est plus adapté à ce genre de nouveaux types d'action politique, ce genre de structure un petit peu. C'est la question. Selon vous êtes parlementaire, donc c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que vous imaginez faire une réforme ou en tout cas une loi? Alors déjà, il y en a une que j'ai proposée qui me semble d'urgence prioritaire. À l'heure actuelle, il n'y a pas de limite pour un prêt de personnes physiques pour une campagne politique ou un parti politique. C'est-à-dire une personne physique, elle peut prêter autant d'argent qu'elle veut, par ailleurs avec des taux d'usure. Potentiellement, tu peux prêter à un taux de 20%. Donc, c'est sympa quand même comme petite activité économique. Je sais pas qui c'est qui rémunère à 20%, mais moi, si j'avais beaucoup d'argent, je pourrais prêter beaucoup d'argent à plein de partis politiques pour à 20%. Non, je ferais pas ça. Mais mais en tout cas, c'est une possibilité, quoi. Et je trouve ça complètement fou que ça soit possible. J'ai découvert, c'est pour moi, mais il y avait un article de l'Obs, pareil. J'ai été passé à côté de cet article-là qui disait que Marion Maréchal, à la fin de sa campagne européenne, sur le fil, avant de remettre son compte à la CNCCFP, il y a quelqu'un qui lui a prêté 800 000 euros. Alors, chaque fois qu'elle fait un tweet, je lui réponds, je lui dis, qui vous a prêté 800 000 euros? Il n'y a pas de réponse à cette heure-là, mais on voit bien le sujet. C'est-à-dire, si je te prête 800 000 euros pour t'éviter l'inéligibilité, parce que c'est ça quand on fait pas un compte de campagne à l'équilibre. Si je te prête 800 000 euros, c'est quoi la contrepartie? Alors, peut-être il y en a pas. Peut-être que c'est quelqu'un qui est je sais pas quoi, un fidèle de Marion Maréchal Le Pen, c'est possible. Mais en tout cas, c'est quand même un peu particulier de pouvoir prêter autant d'argent, parce que ce que sert à faire la loi normalement, c'est justement d'éviter que des gens très fortunés puissent influencer les élections. C'est ça l'objectif. À l'heure actuelle, par exemple, on peut pas faire des prêts de plus de 7 500 euros par année à un parti politique. Il y a une limite sur les dons dans une campagne. Donc tout ça, il faut déjà l'encadrer. Mais après, il y a d'autres sujets. Parce que normalement, dans les campagnes politiques, on n'a pas le droit, par exemple, dans les campagnes électorales, on n'a pas le droit d'avoir l'appui d'une personne morale. C'est-à-dire, une entreprise n'a pas le droit de vous aider. Et d'ailleurs, c'est très réglementé. Si jamais l'entreprise vous fait ce qu'on appelle des sous-facturations, c'est problématique, de même que s'il y a des surfacturations. Donc, dans un cas comme dans l'autre, c'est très encadré pour éviter que ça soit perçu comme un soutien, soit comme un soutien d'une entreprise à une campagne, soit comme un soutien d'une campagne à une entreprise. Ah, d'accord, mais si le gars il fait n'importe quoi dans la période qui est juste avant la campagne, c'est-à-dire si jamais ils font littéralement les activités d'un parti politique plus d'une entreprise, de formation, de campagne de communication, etc., tout ça en dehors de l'activité des partis politiques, pardon, mais d'accord, ça respecte la loi, mais ça respecte pas l'esprit de la loi. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être changer la loi pour éviter que des gens qui ont beaucoup d'argent puissent, en gros, acheter des espaces publicitaires, par exemple, pour démolir des candidats ou des partis politiques, ou bien acheter des espaces publicitaires pour faire une pub. Par exemple, après j'arrête, mais il y a une campagne d'affichage pour un magazine qui est un magazine que je connaissais pas, qui est depuis, enfin ça a duré pendant quand même 1 mois ou 1 mois et demi, donc ça coûte vraiment beaucoup d'argent de faire ça, et c'est une pub sur, je sais plus, je crois que c'était un truc Osez croire en Dieu, un truc comme ça, d'un magazine où Dieu revient ou un truc comme ça. Je me dis mais c'est assez dingue, quoi. C'est fou quoi, ou le catholicisme en force. Enfin, c'était un truc comme ça. J'ai plus le titre exact, mais je me dis mais quand même qui paye pour ce truc à la fin? Comment ça reste aussi longtemps? Comment il y a un magazine plus la pub d'un magazine que personne connaît qui est capable de faire une campagne d'affichage aussi longue sur les kiosques de Paris? Comment c'est possible? Et
ok, c'est pas de la politique, mais c'est un espace idéologique qui est particulier, qui est un peu dans le cercle de Pierre-Édouard Stérin. Imaginez si il y avait la même campagne d'affichage avec écrit Allah Akbar pendant un mois sur des kiosques, je pense qu'on aurait vu certaines personnes réagir de manière assez véhémente sur le sujet. Bon, bah voilà, je trouve que ça questionne cet usage des espaces de kiosques, par exemple, hors campagne électorale. Ah bah oui. Pierre-Édouard Leclerc, c'est vrai, ça bah c'était oui, challenge, c'est ça. Mais c'est incroyable, c'est Mathis qui rappelle ça. On arrivait sur la remise du rapport parlementaire, pomme, une immense affiche en fait de campagne présidentielle de Pierre-Édouard Leclerc en bleu, blanc, rouge, avec écrit et si c'était lui. C'est quand même. Il y avait eu en janvier, je crois, un sondage qui avait été relayé beaucoup par la galaxie Stérin, qui était fait commandé par First, enfin une excroissance de Otium Capital, des investisseurs en venture capital, je crois, qui ont notamment commandé aussi un Elon Score. Ah oui, c'est vrai. Pour connaître, soi-disant, l'appréciation que pouvaient avoir des Européens de Elon Musk. Et donc tout ça a été mis en avant beaucoup à ce moment-là, et c'était un sondage sur quel serait le meilleur chef d'entreprise à la tête du pays, et je crois que Leclerc apparaissait sans doute parmi les premiers, avec je sais plus qui, mais il y avait des gens tout à fait inconnus, de parfaits inconnus, je suis en train de chercher qui parce étaient que à c'était 20%, voilà. Donc oui, évidemment, c'est sans doute des choses que vous aviez repérées mais il y avait le fondateur de Doctolib, par exemple. Ça, je serais assez. Voilà, Stanislas Liox-Château, je crois. C'était un sondage commandé par Pierre Entremont pour tester des chefs d'entreprise. Il y avait Bernard Arnault, Xavier Niel, Bolloré, Leclerc et, à la fin, Stanislas Liox-Château, cofondateur de Doctolib et ancien d'Otium Capital. Voilà. Tiens. Qu'est-ce qu'il fait là, lui c'est ça. D'un seul coup. Et c'est ça. Voilà. Non, mais comme on disait tout à l'heure, effectivement, cette question du rapport, effectivement, du fait de vouloir prendre le pouvoir en tant que chef d'entreprise, tout ça qui est pas nouvelle en fait. Je veux dire, évidemment, on a le patronat de tout temps a voulu faire la loi. Veut faire la loi, mais c'est vrai que l'intrusion de cette espèce de ces entrepreneurs de la tech, il y a aussi une dimension très importante en fait dans le phénomène de Stérin. C'est son rapport aux startups, c'est un business angel. Enfin, c'est quelqu'un qui est dans ce monde-là. C'est pour ça qu'il parle aussi avec ces expressions qui peuvent nous paraître un peu décalées. Mais donc ça, c'est assez nouveau quand même. Et il y a à la fois ce truc très nouveau, et il y a aussi, il renoue, quand on regarde par exemple ce que finance Périclès, il finance aussi des héritiers des officines anti-syndicales, anti-communistes des années 70, qui sont l'IREF, qu'on va retrouver au sommet des libertés l'année prochaine, et qui était... La semaine prochaine. L'année prochaine, c'est pas dans longtemps. La semaine prochaine, pardon. Et donc, il s'inscrit à la fois dans une tradition patronale, de manière très avec une certaine distance, mais disons qu'il est capable de faire ressusciter là encore des vieilles officines antisociales, pour le dire comme ça, celles qui étaient financées autrefois par la caisse anti-grève du patronat de la métallurgie, et de nouveaux dispositifs qui sont plus tech, high-tech, qui sont différents, mais qui au fond ont les mêmes objectifs, qui sont des objectifs de un peu sabotage idéologique, décrédibilisation. Le rachat de Cerfia, par exemple, c'est typiquement. Il rachète un compte qui est puissant, quoi. Voilà. Essentiellement. Et c'est ce qu'on voit aussi d'une autre manière avec leur volonté de guérilla juridique. Il s'agit donc de discréditer les adversaires dans les médias, d'imposer, de faire la loi en fait sur le débat public, mais aussi de les attaquer quand c'est nécessaire, ou de défendre les gens qui sont par ailleurs qui sont attaqués par exemple pour des positions transphobes ou ce genre de choses, des trucs tout à fait contestables, mais là ils accourent parce que ce serait parce que voilà, il faut s'organiser contre les woke, etc.
Ça, c'est fascinant. on va peut-être pas, effectivement, enfin, je veux pas, Allez, peut-être une dernière question, moi, Thomas, je me puis dis, il après, faut quand même souligner un truc, c'est qu'effectivement, enfin, on l'a dit tout à l'heure, voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, la commission d'enquête a permis effectivement d'accélérer, enfin, d'augmenter, en tout cas, de renforcer l'audience qu'il pouvait y avoir autour de Pierre-Édouard Stérin. Et en même temps, en parallèle, avant que vous commenciez le travail à l'Assemblée, on a vu dans tout le pays des mouvements sociaux, citoyens, commencer à s'organiser et partir au fond alors des partis politiques, des syndicats, des associations, pour à chaque fois que l'occasion se présente, et c'est souvent par exemple une nuit du bien commun, ces galas de charité qui ont été cofondés par Pierre-Édouard Stérin et qu'aujourd'hui qui aujourd'hui cherche en fait à sortir en fait complètement ce terrain du paysage. On a raconté il y a une dizaine de jours on a révélé il y a une dizaine de jours les éléments de langage en fait qu'ils utilisent pour dire que ce terrain n'est pas du tout a jamais participé au fond aux nuits du bien commun, ce genre de choses. Enfin, on voit quand même qu'il y a une prise de conscience à la fois politique et sociale. Voilà. Et alors ils font un peu ils roulent un peu les mécaniques en disant on s'en sort très bien. Enfin, je sais pas, on avait un dernier extrait, je sais pas si on veut le passer, mais allez, un dernier extrait. En plus, c'est un extrait de nos confrères très appréciables de Valeurs Actuelles, où Arnaud Rérol est allé débriefer son audition. Je sais pas si tu avais vu ce. Non, j'ai pas vu. Voilà. Est-ce que tu as un timecode? Parce que je suis pas sûr que la régie ait un timecode sur ce. Non, il y avait un timecode en fait. Ouais, attends, je vais essayer de te retrouver ça. Je vais le retrouver. Mais du coup, je sais, je révélerai pas mes sources, mais je sais qu'il a été, il a très mal vécu l'audition, ce qui est quand même un peu, c'est bizarre parce que j'ai pas été spécialement agressif ou je ne sais quoi. J'ai juste essayé d'obtenir des réponses sur un sujet. Ça m'a un peu chauffé sur islam et insécurité parce que vraiment pour moi c'est un truc de fasciste. Et j'ai du mal à me dire que des gens en 2025 peuvent en être à ce niveau de je sais pas de 14-30. Ouais, 14-30, ouais, je te l'ai mis. Mais peuvent en être à ce niveau de violence en fait, parce que c'est une violence pour nos compatriotes musulmans et même au-delà de nos compatriotes, mais pour les musulmans dans notre pays de se faire accuser d'être des gens qui potentiellement sont responsables de l'insécurité. Bon, tout ça est d'une brutalité qui sent pas bon pour ce que ça dit de la période de l'histoire dans laquelle on est, surtout sans que ça fasse réagir, parce que moi je me disais, mais je suis un peu naïf, je me disais, il y a quand même un grand nombre de journalistes qui sont présents aussi pour Rérol, Rérol, il y avait du monde, et je me dis, donc tu peux dire ça dans notre pays, tu peux dire je m'intéresse au lien entre islam et insécurité, je sais pas quoi, tu peux dire ça. Et genre tous les médias qui sont là, il y a personne que ça intéresse de faire un sujet sur cette boîte financée par un milliardaire qui veut faire un lien entre islam et insécurité alors que ça n'existe pas. Il y a aucun média qui se dit tiens, ça serait intéressant, vu que c'est un des cœurs du projet Stérin, tiens, ça serait intéressant d'en parler pour expliquer que justement il n'y a pas de lien et que la science dit l'inverse de ce qu'ils sont en train d'essayer de dire. Bah non, c'est pas le cas. Et moi je trouve que ça dit beaucoup aussi de l'ambiance médiatique qui existe dans le pays. Bon, si on arrive à faire modifier cette ambiance-là, ça sera pas mal. Pardon, il y a l'extrait, et après je voulais dire un truc aussi sur on va regarder un petit sociaux. Extrait, et après, ce sera peut-être les éléments de conclusion, pour pas positif vous et retenir. optimiste, parce que on regarde ça, puis on en discute après. Vous savez, ce que j'ai un petit peu dit pendant mon audition, c'est que la publicité que a pu nous faire l'humanité, finalement, ne fait qu'attirer vers nous des jeunes talents qui ont envie de s'engager et qui sont prêts à se lancer dans une aventure entrepreneuriale, à monter un projet, ou alors des organisations qui n'avaient pas entendu parler de nous et qui nous voient comme une pépinière qui peut les aider à maximiser leur impact. Et donc, c'est probablement pas l'effet qu'ils recherchent, mais c'est in fine ce que l'on ressent lorsqu'on a cette médiatisation. Alors, il s'est quand même passé quelque chose d'assez... Donc là, on voit, c'est un projet d'extrême droite, écrit avec cette orthographe extrême droite pour le railler. Enfin, donc un projet d'extrême droite qui ferait peur à Antoine Léaumont, à l'humanité, enfin à tout le monde.
Donc il prétend que plus on parle de lui, plus ce terrain est affiché en quelque sorte, plus ça fait son succès. On n'est pas naïf, on se doute évidemment que ça peut amener des gens. En même temps, ce qu'on constate, c'est ça, c'est que plus on parle de lui, surtout, depuis qu'on parle de lui, effectivement, on l'a fait. Ça s'est passé à son insu. Ils n'étaient pas du tout prêts à ce que ça sorte à ce moment-là, comme vous avez aussi relevé dans la commission et comme l'a dit lui-même Arnaud Rérol. Plus on parle de lui, plus les gens plus des gens se mobilisent aussi contre ses menées, ses projets et associent maintenant ces projets à effectivement un climat politique et des ambitions politiques qui sont pas supportables à leurs yeux, quoi. Ouais, moi ce que je trouve assez fascinant, c'est que ça oblige. Il y a un mouvement qui s'est fait dans l'extrême droite dans les années précédentes. Ce mouvement, il a consisté à essayer, c'était notamment ce qu'a essayé de faire Florian Philippot à l'intérieur du Rassemblement national. Il a essayé je mets des énormes guillemets, gauchiser sur le plan économique le programme du RN. Ça ne l'a jamais été, mais c'était l'affichage qui voulait être fait, c'était celui-ci, pour essayer petit à petit de séduire un électorat qui était un électorat plutôt ouvrier et qui potentiellement pouvait être convaincu par une partie de cette partie-là associée à la question du racisme, parce qu'il faut pas penser que des gens votent pour l'extrême droite en se disant que ça va être meilleur pour le pouvoir d'achat. C'est que ils peuvent se dire que ça va être meilleur pour eux au détriment de ceux qui, selon eux, prendraient l'argent, etc. Donc il y a eu ce mouvement-là qui permettait de faire ce début de fusion entre classe populaire et classe bourgeoise, qui est, en fait, pour que les fascistes arrivent au pouvoir, c'est toujours ce dont ils ont besoin. Et là, ils ont l'impression, je pense, mais ils ont l'impression d'avoir sécurisé un électorat populaire, parce que maintenant les gens sont devenus tellement racistes que, d'une certaine manière, ils préféreront toujours voter pour un raciste, même si ça va contre leurs intérêts financiers, parce qu'ils sont plus racistes que matérialistes maintenant. Donc, c'est ça l'idée qui est derrière. Moi, je ne suis pas sûr que ça soit efficace in fine. Et notamment parce que et c'est pour ça que je suis aussi engagé sur la lutte antiraciste, sur faire comprendre ce que c'est que le racisme, comment il peut s'insinuer, y compris parfois chez des gens qui pensent qu'ils font tout bien, tout correctement sur les sujets de la lutte antiraciste. Bah non, c'est comme sur les questions féministes, on peut toujours faire mieux, on peut toujours s'améliorer, et il faut toujours être capable de se remettre soi-même en question pour se dire ah tiens, peut-être qu'il faut faire les choses différemment. Et moi j'ai l'impression qu'il y a un mouvement d'ampleur invisible, totalement invisible dans la sphère médiatique officielle, mais un mouvement d'ampleur qui est en train de se produire dans le peuple français, certes un mouvement d'extrême droitisation d'une partie de la population, mais en même temps un mouvement d'énorme formation et d'énorme compréhension des enjeux qui sont associés à la question du racisme, du sexisme, de meilleure maîtrise de ce que sont ces phénomènes. Et c'est une lutte d'influence et une lutte de pouvoir qui se fait qui à la fin aura comme objet et comme enjeu la prise du pouvoir politique dans notre pays. Ceux d'en face, ils ont bien compris que c'était ça l'enjeu, et que l'enjeu, c'est un enjeu, je vais employer des gros mots pour eux, un enjeu révolutionnaire, c'est-à-dire que la société tout entière puisse changer, mais puisse changer non pas sur les seules bases où ils ont l'impression, je sais pas ce qu'ils mettent derrière le wokisme, etc. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est le partage de la richesse à la fin. Et ceux d'en face, ils ont bien compris que c'était ça le sujet. Donc, moi, mon impression, c'est que eux, ils jouent d'une certaine manière leur va-tout, ils mettent un maximum de pognon, etc. Ils prétendent que ça lui fait venir des gens, je sais pas quoi. Bon, s'il y a des gens d'extrême droite qui veulent aller chez Périclès, ils iront de toute façon, ils trouveront bien à un moment donné l'adresse mail pour envoyer le projet. Par contre, ce qu'on peut jouer, nous, parce que on n'a pas l'argent, mais on a les gens, ce qu'on peut jouer, nous, c'est une meilleure compréhension de ce que c'est que ce phénomène. Parce que le jour où il y a un mec dans le collectif de travail, où il y a un mec dans l'association, ou une meuf dans l'association qui dit, ou dans la ville, où ils essayent de faire un truc qui dit « Attends, j'ai vu sur quelque part
que quand il y a un mec ou quand il y a Périclès ou je sais pas quoi, ce terrain, Nuit du bien, ça me dit quelque chose. Attends, je vais regarder, je vais retrouver ça. Ah mais regarde ça, c'est vachement. Ils essayent de faire ça, etc. Et en fait, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que là, depuis qu'ils essayent de faire des projets locaux, ils essayent de faire plein de projets locaux, des écoles, ils voulaient faire un espèce de phalanstère à un moment donné, de mini village. Monasphère, ça s'appelait. Monasphère, ça s'appelait, tu vois. Monasphère, c'est quand même assez spécial. Ça a été coupé par un petit collectif de retraités très vaillants. À la campagne, ce qui par ailleurs invalide beaucoup aussi l'idée que je sais pas quoi, la ruralité serait nécessairement devenue complètement fasciste ou je sais pas quoi, parce qu'il y a un peu cette ambiance là, cette idée là. C'est pas vrai du tout. C'est que les gens, ils ont besoin de savoir qu'ils sont plusieurs pour pouvoir se mobiliser sur des sujets. Déjà, ça, c'est une bonne base. Parce que si tu penses que ton voisin il est fasciste, évidemment, tu vas pas aller discuter avec lui de comment on fait pour empêcher le projet fasciste qui est à côté de toi. Donc, c'est des questions aussi de montée en puissance et de renforcement de ceux qui sont déjà mobilisés sur des sujets. Mais on se rend compte que chaque fois qu'ils essayent de faire quelque chose, il y a des gens qui se mobilisent. Par exemple, si vous voyez écrit Monasphère quelque part, vous direz, tiens, j'ai déjà entendu ce mot-là dans un live Twitch, machin chouette, je vais aller rechercher. Ben, c'est ça qu'il faut obtenir. Et moi, je pense qu'on peut l'obtenir un peu partout. On peut l'obtenir par la base dans les milieux qui peuvent voir arriver des projets de terrain, mais, et c'est là un des éléments les plus importants, et c'est aussi ce que je dis sur la partie sondage d'ailleurs, c'est que moi je voudrais des médias qui s'interrogent sur ce qu'ils font. Je veux dire, en 1933, ou je sais plus, je crois que c'était en 1933 ou 34, le Times a quand même fait de Hitler Man of the Year, quoi. Donc, à un moment donné, il faut que les médias soient capables de s'interroger sur qu'est-ce que les dispositifs que eux mettent en place produisent. Par exemple, si jamais le but de ce terrain, c'est de faire émerger des gens qui sont personnes, pour dire les choses, qui n'ont rien fait de leur vie, qui sont juste les directeurs de l'association de lutte contre je sais pas quoi, et que d'un seul coup, cette personne est invitée sur CNews, invitée sur Europe 1, et que BFM se dit, tiens, c'est une bonne idée, cette personne a l'air très compétente sur le sujet, et qu'ensuite, comme BFM l'a invité, France Info se dit, tiens, c'est intéressant pour... Mais en fait, si jamais le suivisme, c'est la règle dans la sphère médiatique, à quoi bon dénoncer sans arrêt les médias Bolloré? À quoi ça sert si jamais c'est pour les copier-coller et faire exactement la même chose qu'eux? C'est précisément ça l'objectif de ces médias-là. Donc moi, je pense qu'il y a un travail à faire, qui est un travail de conscientisation, pour dire les choses très très concrètement. Et après, chacun est libre. Si jamais les médias, ils ont envie de faire le suivisme de l'extrême droite, ils le feront. Mais au moins, il y aura des gens qui pourront leur dire, ça va pas ce que vous faites. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Il est 18h45. On a explosé le planning, mais c'est pas grave. C'était extrêmement intéressant. Follow la chaîne. Merci. Oui, vous pouvez suivre la chaîne Twitch. C'est le moment. Je vous encourage, alors, avant de faire la pub pour l'UMA, je vous encourage quand même à aller vous informer sur tout ce qui a été fait pendant cette commission d'enquête, parce qu'on a évidemment beaucoup parlé de ce terrain, mais il y a tout un travail qui a été fait sur les sondages, sur la mal-inscription, non-inscription, etc. Extrêmement intéressant. Donc je vous invite à aller voir tout ça. Je vous invite aussi à aller lire tout ce que l'Humanité, et pas que, mais je vous invite quand même à aller lire ce qu'a fait l'Humanité sur Pierre-Édouard Stérin, notamment tous tes papiers Thomas. Je crois qu'il y en a 30, 35 maintenant. On ressent une petite obsession quand même pour Pierre-Édouard Stérin. On te comprend bien. Merci à tous les deux d'avoir échangé avec moi sur ce sujet. Je vous invite peut-être à quitter le plateau, puis comme ça, moi, je vais faire ma conclusion tout seul. Ok, d'accord. Sur abonnez-vous et tout, à moins que vous d'accord, restez on là. dérange, pour, j'ai compris. Non, mais on peut rester ensemble pour que je dise aux gens de donner de l'argent à l'Humanité, mais bon. Moi, je suis d'accord avec toi, en fait. C'est vrai que t'es d'accord avec moi. Bah, écoutez, on reste ensemble. Non, mais... Donc, ce stream se termine maintenant. Il y aura évidemment le replay, la rediff qui sera dispo dans les prochaines heures, dans les prochains jours, peut-être. Si ce que vous voyez vous plaît, si vous avez envie que ça continue, n'hésitez pas à soutenir l'Humanité. Vous pouvez vous abonner. Il y a une offre spéciale pour vous, les gens qui êtes sur Twitch. Vous pouvez aussi faire des dons. Ouais. Ils ont un traitement de faveur ici. On va prendre belle. Vous pouvez aussi faire des dons à l'Humanité si vous voulez nous soutenir plus ponctuellement. Si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez aussi nous soutenir en partageant nos productions, en vous abonnant à nos réseaux sociaux. On vous invite évidemment à vous abonner plutôt au journal qu'à la chaîne Twitch, puisqu'en vous abonnant au journal, vous pourrez avoir accès à toutes nos analyses, reportages, décryptages, témoignages, tout ça, alors que quand vous vous abonnez sur Twitch, il y a une petite partie qui va à Amazon, et donc c'est pas trop nos copains. Voilà, je vous donne pas le programme de la suite de la semaine sur Twitch parce qu'en fait je ne l'ai pas vraiment en tête et c'est un peu c'est pas très sûr. On va streamer cette semaine mais on sait pas encore trop sur quoi et avec qui.
Par contre, je vous donne rendez-vous mercredi, pas celui-là, celui d'après, pour Ça ira, la grande émission mensuelle de l'humanité. Oh wow. Alors, je vous donne pas encore ni les invités, ni les thèmes, puisque ça a pas encore été annoncé sur les réseaux. Mais suivez-nous sur les réseaux pour savoir qui on invite, qui on va cuisiner et de quoi on va parler. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Merci encore Thomas Lemeillet, journaliste à la rubrique Investigation de l'humanité, et Antoine Léaumont, député de la France Insoumise, qui a notamment été le rapporteur de la commission d'enquête sur les organisations des élections en France.